Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va reprendre pour la table ronde de cet après-midi qui va faire peut-être un peu atterrir ce qu'on a pu dire ce matin et proposer quelques solutions à la fois d'organisation et de proposition de différents modes constructifs pour répondre à la question des besoins en logement qui est posée. Donc une question de besoin massif de logement, qu'on va peut-être préciser aussi, d'injonction à la sobriété sur tous les plans, des montages, des solutions innovantes, et on va essayer de voir un peu aussi quels sont les obstacles. Donc je m'appelle Catherine Sabat, je suis la déléguée générale d'Idéal, qui est un think tank et un institut de formation sur le logement. Et en fait, il se trouve que nous avons un corpus de recherche qui s'appelle Plein emploi, plein logement, donc qui a donné son nom à ces assises déjà l'année dernière et cette année. L'idée, c'est de se dire, on a, pardon, plein emploi, plein logement. En fait, nous, on a choisi ce titre-là parce que notre objet, c'est de remettre le logement à sa place et à une place centrale pour tout le monde, pour les acteurs publics, pour les ménages évidemment et pour les acteurs économiques. Et il se trouve, alors peut-être pas au niveau local, mais qu'on a un peu de mal, pas que nous, mais tous les acteurs du logement, à se faire entendre, c'est-à-dire que le logement, de notre point de vue en tout cas, n'est pas pris à sa juste importance compte tenu des enjeux qu'il représente. Et donc on a dit, bon, puisqu'on ne nous entend pas quand on parle de logement, on va parler d'emploi. Et pour ça, on a trouvé ce titre Plein emploi, plein logement. Donc pour parler logement, il faut parfois prendre des chemins détournés, en considérant que pour que les entreprises fonctionnent et se développent, et notamment dans des endroits comme ici où elles vont se développer beaucoup, où elles sont amenées à se développer beaucoup, il faut que leurs salariés puissent se loger en fonction de leurs moyens, de leurs souhaits, et aussi des souhaits qui correspondent aux attentes des entreprises. Donc la question, c'est que dans des situations comme ici, mais qui se posent aussi à Dieppe, on va voir avec le vice-président de l'agglomération de Dieppe, comme à Dunkerque, comme dans d'autres situations, il va y avoir des afflux d'emplois. On ne sait pas très bien à quelle échéance, on ne sait pas très bien pour combien de temps, on ne sait pas très bien qui va venir. Est-ce que ce sont des familles? Est-ce que ce sont des cadres? Est-ce que ce sont des ouvriers? Est-ce que ce sont des célibataires? Pour combien de temps ils vont s'installer et à quels revenus correspondront leurs emplois. Tout ça, bien sûr, sera défini au fur et à mesure, mais pour l'instant, les décisions sont quand même très récentes et même les entreprises n'ont pas totalement leur plan de charge. Donc, comment faire pour loger tous ces salariés? C'est ce qu'on va essayer de voir cet après-midi. Donc, à la fois, comment la collectivité s'organise pour le faire, comment elle tente d'anticiper et réussit à le faire, et comment on peut lui proposer des systèmes de construction, des modes d'organisation, de développement du logement qui peuvent être innovants et qui peuvent être efficaces. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, pour en parler, nous avons 4 personnes autour de la table cet après-midi. Ça va être compliqué parce que j'avais prévu de poser des questions avec un petit débat et nous avons un seul micro, mais on va essayer quand même d'y arriver. Éventuellement, on se passera le micro. Donc, pour répondre, Céline Beaujolin, qui est la déléguée générale de l'association Hors-Site, qui va vous parler de la manière de construire modulaire, préfabriqué, hors-site. Enfin, elle nous donnera une définition. Anne-Sara Moalik, qui est la responsable pour la Normandie de la filière bois, donc l'association Fibois. Vincent Lerouzic, qui est le directeur de la stratégie et du développement de l'EPA-Marne, donc c'est un aménageur qui se trouve en Seine-et-Marne. Et puis nous avons en visio François Lefebvre, qui est VP de l'agglomération de Dieppe et qui, lui, a déjà expérimenté, peut-être avec un peu plus d'avance, la situation qui se profile ici et qui pourra nous expliquer comment, à Dieppe, on y fait face. Donc, je voudrais peut-être dans cette table ronde explorer 3 thèmes. D'abord, les besoins massifs et les injonctions à la sobriété sur tous les plans. Donc, sobriété foncière, sobriété économique, sobriété
construction, ouais, enfin, ça peut être de matière environnementale. Ensuite, des montages ou des solutions innovantes, et donc ce serait la réponse à cette question-là. Et puis, les obstacles qu'on peut rencontrer, qui vont forcément arriver, parce que les choses ne sont jamais simples. Donc, peut-être commencer en rappelant que des besoins massifs et brutaux, ben, il y en a déjà eu, en fait, dans les villes dont on parle ici, hein, que ce soit Cherbourg, peut-être Dieppe, que ce soit Dunkerque, Le Havre, etc. Donc ce sont des villes qui ont été sinistrées et puis qui ont été reconstruites et puis ensuite qui ont connu des très forts développements industriels et puis une décroissance ou une déconfiture qui a aboutit peut-être aux friches, aux nombreuses friches dont on parlait ce matin. Donc un système en accordéon, en fait, qui a déjà existé. Et peut-être Anne-Sara nous rappeler que tout ça, ça s'est déjà produit, en fait. Et qu'il y a des vestiges de ces évolutions. Mieux que des vestiges. Oui, vestiges, c'est un peu négatif. Ça fait un peu ruine. Est-ce que vous m'entendez avec le micro ou est-ce que le micro marche pas du tout? Ça marche? Si, ça marche. Un peu. De toute façon, je vais parler fort. Moi, je suis cannaise, donc Catherine n'a pas cité Caen, et Caen aussi a bien subi les affres des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, il y avait des images, mais je sens que ça va être un peu compliqué de gérer un diaporama, donc je vais faire appel à votre imagination. Plus que des vestiges, il y a des quartiers entiers à Caen qui sont encore issus de cette période de l'immédiate après-guerre. Imaginez que les 3/4 d'une population ont dû être évacués pendant la guerre, se sont enfuis un peu dans la campagne et reviennent dans une ville qui est détruite. Alors bon, les historiens, à un moment disaient 80%, en fait c'est sans doute moins, mais en tout cas la ville est quand même plutôt horizontale. Il y a donc des besoins immédiats. Et là, ce qui est vraiment très intéressant et qui fait en effet écho à ce qu'on va se raconter aujourd'hui, c'est qu'on fait appel, dès ce moment-là, à des constructions préfabriquées. On n'appelle pas ça encore hors site, c'est nouveau, c'est moderne d'appeler ça hors site, mais en fait c'est très ancien. Et notamment, il y a des dons de plusieurs pays, notamment de la Suède et de la Finlande, qui vont, par bateau, envoyer des maisons préfabriquées à Caen, mais dans le reste de la Normandie. Et on va avoir des maisons en bois qui vont être construites dans tout un quartier et qui sont encore là aujourd'hui. Il y a des nouvelles problématiques, hein, des problématiques d'isolation. Alors pas tant pour les maisons bois suédoises, plus pour les maisons américaines béton, les strand steel qui ont été donc montées sur des armatures métalliques avec des plaques de béton et qui sont elles aussi encore debout et qui ont été montées dans un temps record, qui ont permis de reloger des centaines de personnes, qui ont donc permis à la ville de reprendre plus rapidement son cours et notamment pour participer à la reconstruction du reste de la ville. Donc plus que des vestiges, c'est encore un quartier habité et je peux vous dire que c'est pas le pire quartier de Caen. Merci. Donc François Lefebvre, peut-être une réaction parce que à Dieppe, c'est le cas aussi. Oui, effectivement. Alors, sur les besoins massifs et brutaux, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a effectivement deux EPR qui vont arriver avec un chantier qui a déjà débuté depuis un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, on a 1000 salariés sur le site qui préparent effectivement l'arrivée des deux EPR. Donc là, on est vraiment sur la préparation du terrain. L'agrandissement du port qui se trouve devant la centrale nucléaire, etc. Donc on a cette problématique qui nous arrive très rapidement et un besoin de répondre à un afflux de salariés très important. Alors quand on dit très important, c'est un peu compliqué parce que, et ça c'est un des points importants et cruciaux je pense au départ, c'est-à-dire que il faut avoir un vrai diagnostic, une bonne définition des besoins. Et ça, c'est pas toujours simple, parce qu'on a des acteurs multiples, des intérêts multiples, et en fait, on se retrouve très vite avec soit
des acteurs qui nous disent là, vous prévoyez trop de logements, il y aura moins de salariés que prévu. D'autres acteurs qui nous disent mais on pense qu'il va y en avoir beaucoup plus. Donc, et je me souviens d'il y a 3 ans, Action Logement avait mené d'ailleurs une étude dans ce cadre-là sur nos territoires. Alors, à la fois pour l'arrivée du grand chantier, mais aussi pour les industriels en place qui sont en fort développement. Alors on a l'exemple d'Alpine, ça c'est un des exemples, mais on a un tissu industriel assez prononcé et qui a des perspectives de recrutement très importantes dans les années à venir. Action Logement, il m'a semblé voir Martin Rigaudia, je pense tout à l'heure. Donc il était chargé de coordonner cette étude à l'époque. Il n'était pas encore directeur, je pense que c'était Patricia Petit qui en était le directeur, la directrice. Et Martin avait fait un gros travail avec un cabinet de recensement des besoins et on était sur des besoins vraiment très importants. Et pour réguler tout ça, les services de l'État nous ont dit à l'époque, là, vous prévoyez trop de salariés sur l'EPR, vous êtes au-delà des 8000, nous, on pense qu'il faut compter 6000 personnes. Donc, évidemment, l'étude et les besoins ont considérablement diminué, les besoins en logement, sauf qu'en fait, aujourd'hui, EDF nous dit, c'est pas 6000, c'est pas 8000, c'est pas 10 000, ça sera 12 000. Donc en fait, on passe du simple au double, clairement. Donc c'est pour ça que je dis c'est très important et c'est un peu vraiment la base parce que si on travaille sur de faux calculs, pour la déclinaison, c'est un peu compliqué. Donc alors, ça, c'est le premier problème. Oui, après, alors justement, question suivante, est-ce que comment on fait pour anticiper ça? Alors en France, on sait souvent que les politiques fonctionnent un peu en silo, donc il y a une politique de l'emploi et puis une politique publique du logement quand il y en a une. Et voilà. Alors, je sais qu'à Dunkerque, par exemple, il y a une personne qui s'appelle Nicolas Crozet qui est chargé des deux à la fois, c'est-à-dire il répond aux demandes des entreprises en essayant de les faire matcher avec les demandes de logement, ou plutôt le contraire. Comment est-ce qu'une collectivité peut s'organiser pour faire ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous l'avez fait, vous? En fait, c'est assez simple, mais c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple à appliquer, mais dans la réflexion, il faut une équipe resserrée de techniciens. Il faut un lien fort entre l'agglomération et les villes principales. Et il faut un lien fort aussi entre les élus en charge des dossiers et les équipes de techniciens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une équipe constituée qui, chaque jour, travaille sur ces sujets-là. Ça, c'est la base, parce que sinon, si on attend que les choses se régulent d'elles-mêmes, on n'avance pas. Après, il faut en face avoir des interlocuteurs conciliants. Il est préférable d'avoir un État facilitateur plutôt que censeur. Donc ça dépend de plein de choses. Hein. Ça dépend de là où on se trouve, ça dépend des personnes. Mais il faut aussi que l'État joue le jeu en nommant des gens en coordination. Ça, c'est important. Parce que on sait qu'à chaque moment, sur chaque dossier, on sera confronté à un moment à l'administration et au besoin de communiquer en amont, d'avoir des moments d'échange, des moments de partage, des moments de réflexion sur comment présenter les dossiers pour que les dossiers avancent le plus vite possible. Et tout ça, ça nécessite effectivement un vrai travail de coordination en amont. Vous avez un coordinateur grand chantier nommé par l'État chez vous? Oui, on a cette chance d'avoir un coordinateur grand chantier avec un adjoint qui se trouve en lien avec les collectivités en permanence et avec évidemment aussi les industriels, EDF entre autres pour notre territoire, mais c'est important effectivement.
Merci beaucoup. Alors, on va bien sûr revenir sur les réponses concrètes que vous pouvez apporter. Vincent Lerouzic, en fait, vous avez l'expérience d'un territoire un peu comparable dans le sens où il y a un très très gros employeur qui est là depuis très longtemps, qui est Disney. Donc il y a une force sur le territoire très importante. Et puis, en fait, moi la question que je voulais vous poser, c'était, là on a des entreprises qui vont avoir besoin de salariés, qui vont avoir besoin de se loger. Est-ce que la solution, c'est quelque part en faisant un retour en arrière vers des pratiques qui datent plutôt du 19e siècle que du 20e, avant l'invention du logement social, avant l'invention d'Action Logement, etc., de compter sur les entreprises pour loger leurs salariés, y compris pour leur construire des logements, et avec le risque finalement de lier le contrat de travail et le bail d'habitation, ou le contrat, enfin, ou une aide éventuellement à l'habitat. Ce qui fait que dans ces deux piliers que sont le travail et l'habitat, bah, si on en perd un, on perd l'autre. La question était un petit peu orientée, donc je ne sais pas comment. Non, alors, vu qu'il y avait plusieurs éléments dans la question, je vais essayer de refaire effectivement un petit peu le fil historique et le contexte. Ce que je trouve intéressant effectivement dans l'expérience Disney, avant même qu'ils arrivent en France, effectivement, et donc, alors pour recadrer les éléments de contexte, d'abord, nous, on est un établissement public d'aménagement donc créé par l'État EPA France dans les années 70 pour la politique des villes nouvelles, et donc nous, on est en charge historiquement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Et ensuite, effectivement, est arrivé Disney à partir de la fin des années 80 et qui a fait l'objet de la création d'un établissement public d'aménagement spécifique qui est EPA France pour l'arrivée de Disney en tant que tel. Tout cela dans un contexte de concurrence au niveau européen qui a été extrêmement forte. Il y a eu plus de 200 métropoles européennes qui ont été candidates pour accueillir Disney, un gros enjeu. Mais en fait, l'histoire de Disney en tant qu'entreprise avec un lien avec l'aménagement de son territoire ne date pas du tout de l'expérience française, mais de leur première expérience de parc développé aux États-Unis, qui s'est très mal passé pour eux, et ils en ont beaucoup souffert, parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout organisé autour du parc d'Euro Disney, le premier qu'ils ont construit, de réserve foncière, qui fait qu'il y a eu un développement urbain, économique, hôtelier, touristique autour de ce premier parc anarchique, qui n'ont pas du tout pu maîtriser, et qui leur a empêché de pouvoir s'étendre et d'agrandir ce parc, etc. Et en fait, ils ont très mal vécu cette première expérience, et ce qui les a amenés ensuite à créer un deuxième parc aux États-Unis, et après, dans tous les parcs qu'ils ont créés effectivement à l'international pour eux, dont celui effectivement en France sur notre territoire, ils ont pris à chaque fois la précaution de pouvoir organiser sur le temps long un développement urbain et un aménagement spécifique où ils puissent avoir, dans des conditions spécifiques, une forme de partenariat public-privé, etc., où ils peuvent maîtriser les choses, etc. C'est quelque chose pour l'expérience française qui est unique en son genre, qui fait l'objet effectivement d'un contrat international entre la société Disney et l'État français, et nous, en tant qu'établissement public d'aménagement EPA France, on applique effectivement les cadres de cette convention qui nous emmène jusqu'en 2050 et avec différentes phases. Donc là, aujourd'hui, on est dans la 5e phase. Donc ça, c'est quand même une expérience qui est assez intéressante. Aujourd'hui, Disney, c'est 60 000 emplois directs et indirects, donc à l'Est francilien. C'est ce qui a permis, en fait, à ce que la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, dans son global, en incluant effectivement le périmètre de Val d'Europe, a pu justement être la seule ville nouvelle à atteindre l'objectif d'équilibre un habitant, un emploi. Voilà, c'est grâce à cette locomotive-là. Les autres, malheureusement, n'ont pas réussi à tenir cette promesse, et nous, on n'était pas historiquement en passe de la tenir si justement il n'y avait pas eu cette énorme locomotive qui était arrivée. Et donc, c'est vrai que alors moi, la terminologie que j'aime bien employer, c'est de dire que finalement Disney, d'une certaine manière, est un peu un aménageur malgré lui. Alors c'est une terminologie que j'emploie, que je reprends, qui a été utilisée par Luc Bonneval, un chercheur qui a étudié à Lyon les hospices civils de Lyon. Alors là, qui est un autre modèle, mais qui, dans une histoire un petit peu différente, les hospices civils, c'est le Grand Hôpital effectivement de Lyon, propriétaire foncier depuis le 19e siècle de très nombreux secteurs de Lyon,
et qui effectivement a été amené à devenir aménageur, alors que ce n'était pas du tout leur métier non plus d'être aménageur, mais ce sont des hôpitaux, pour la simple et bonne raison qu'ils avaient ce foncier qu'ils ne pouvaient pas le céder, parce qu'en gros ils avaient reçu ces éléments-là par des donations successives, avec des clauses d'inaliénabilité, etc. Et donc voilà, c'est deux expériences un peu différentes, mais que je trouve assez intéressantes, pour dire qu'effectivement, parfois des gros acteurs d'un territoire, locomotives, etc., pourvoyeurs d'emplois importants, peuvent mettre un pied dans l'aménagement alors que ce n'est pas leur métier de départ, puis parfois peuvent aussi avoir une politique en faveur du logement de leurs salariés. Et c'est un peu le cas pour les deux aussi, même si ça reste assez marginal. Et ensuite, pour répondre effectivement à la dernière catégorie de questions que vous avez évoquées, c'était qu'effectivement, on sent depuis quelques années une petite musique et certains opérateurs qui commencent à proposer effectivement l'idée selon laquelle on pourrait avoir un peu des nouvelles formes de contrats de location qui lieraient effectivement le contrat de travail donc, entre l'employeur et le salarié et ce contrat de location, avec certains demandes aussi derrière des incitations fiscales pour, par exemple, permettre à ce que l'employeur aide directement le salarié à se loger, etc. Et tout. C'est quelque chose voilà, qui monte un petit peu ces dernières années. Nous, on a vu comme ça 2-3 acteurs qui ont frappé à notre porte. Pour le moment, l'état du droit ne le permet pas. Est-ce que effectivement ce serait plutôt une bonne idée d'aller dans ce sens-là? J'aimais à titre personnel, mais là j'engage pas. Voilà. Et pas marre, ne veut pas France là-dedans, mais c'est un avis personnel, plutôt une réserve, parce qu'effectivement, pour reprendre votre interpellation, je pense que ça nous ferait revenir un petit peu en arrière par rapport à la politique du logement telle qu'elle s'est construite en faveur des salariés avec tout le dispositif d'action logement qu'on connaît aujourd'hui et qui fonctionne bien et qui est un dispositif assez unique en son genre aussi et que la France a porté. Mais c'est vrai que voilà, on sent que ce sujet revient avec voilà, une volonté parfois de certains employeurs de pouvoir favoriser effectivement le logement spécifique de quelques employés. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est que, alors là, c'est pas dans notre périmètre, mais ça, j'ai vu des actualités ici ou là, je crois notamment en Bretagne, d'employeurs qui utilisaient certaines possibilités de flécher directement le fameux 1% d'Action Logement, non pas vers Action Logement, mais vers des projets spécifiques que eux financent, et pour avoir davantage la maîtrise de ce qu'ils font. Voilà, j'observe ça de loin, je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec les porteurs de projets, mais peut-être que c'est des choses qui, à la fois, localement, peuvent répondre à des besoins spécifiques. Et si l'employeur y trouve son compte également, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci, mais ça répond aussi à la difficulté de se loger pour beaucoup de salariés, et c'est une réponse des entreprises, à la fois pour fidéliser éventuellement la main-d'œuvre, mais aussi pour faciliter leur recrutement. Alors, avant de passer aux réponses et aux solutions, je voulais vous demander à Céline et Anne-Sara, parce que vous êtes toutes les deux responsables d'une filière, donc l'une de matériaux et l'autre de systèmes constructifs, qui vous avez en face de vous, c'est-à-dire que on parlait de gouvernance, on parlait d'organisation. Est-ce que ce sont des élus? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que ce sont des aménageurs à qui vous pouvez venir faire votre plaidoyer et la promotion des systèmes que vous développez? Je vais démarrer pour la filière hors site France. On a en fait très vite senti le besoin de mettre tout le monde autour de la table, en fait, parce qu'on va se parler d'intelligence collective. Leur site, je vais vous l'expliquer un peu après, mais c'est vraiment une manière d'accélérer votre capacité à produire du logement et à rénover, mais qui suppose effectivement que l'aménageur soit là et compris les enjeux et comment il faut qu'ils prennent le sujet, que les élus jouent leur rôle, que les promoteurs, que les bailleurs sociaux, que les constructeurs, que les industriels, que les architectes, que les maîtres d'œuvre. Voilà, c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut mobiliser dans un objectif qui est de construire plus vite, mieux, en intégrant les enjeux environnementaux, etc. Donc en fait, c'est un projet de territoire d'une certaine manière, dans le sens où il faut effectivement mobiliser l'ensemble des acteurs dans un objectif commun. Et Anne-Sara? Oui, alors c'est vrai que nous aussi, on parle aux mêmes personnes que Céline. Alors nous, au niveau régional, même si en effet,
on va retrouver ces interpros forêt-bois un petit peu dans toutes les régions. Nous, oui, en effet, on est sur le matériau bois, donc on va avoir les transformateurs de bois régionaux, on va avoir des entreprises qui vont pouvoir mettre en œuvre des solutions innovantes ou des solutions traditionnelles qui sont en train de reprendre un peu le devant de la scène, justement pour répondre à ces enjeux environnementaux, la RE 2020 avec ces nouveaux seuils qui arrivent très prochainement et qui vont donc nécessiter de changer un peu ses habitudes en termes de construction, c'est-à-dire d'essayer d'intégrer davantage de bois et de biosourcés. Et donc pour ça, on essaye aussi de sensibiliser. Alors certains sont déjà très sensibles, des maîtres d'œuvre qui sont déjà très sensibles au bois. On essaye d'en sensibiliser davantage. On essaye aussi d'être à l'écoute des certains majors de la construction pour les accompagner, se former à ces compétences qu'ils n'ont pas encore forcément dans leur portefeuille. Et puis forcément, on parle à la maîtrise d'ouvrage. Certains le savent ici, puisqu'on a lancé en Normandie le pacte bois et biosourcés, qui a vocation à encourager les promoteurs, les bailleurs, les collectivités à construire davantage avec du bois et des biosourcés. Donc je vous passe les quelques voilà, les complexités du pacte, parce que sinon je serais un petit peu long. Il y a des engagements, en tout cas les maîtres d'ouvrage prennent des engagements. Juste en citer quelques-uns. Le point principal, c'est un nombre de kilos de matériaux bois et biosourcés au mètre carré. Mais ce nombre de kilos, il est différent entre la rénovation et la construction neuve. Évidemment, il est moins élevé en rénovation pour atteindre les seuils qu'on propose aux maîtres d'ouvrage. Et l'idée, en fait, c'est de tirer toute la filière vers le haut, et notamment pour les bailleurs, les promoteurs, c'est de réussir à se former. On essaye de mettre le pied à l'étrier, en fait, de certaines équipes qui ont besoin d'accompagnement pour mieux connaître déjà, dans un premier temps, ces matériaux bois et biosourcés, comprendre que c'est possible, que c'est pas la fin du monde, que c'est pas la ruine non plus, parce que ça va pas coûter 3 fois plus cher qu'un bâtiment en béton. Mais qu'en effet, on en parlera tout à l'heure, il y a quelques manières pas plus contraignantes, mais différentes de s'engager dans un projet. Et donc voilà, nous, avec ce pacte, on est là pour accompagner les équipes des maîtrises d'ouvrage sur cet engagement à travers des ateliers, des réunions techniques, des réunions potentiellement aussi sur le sourcing. On en parlait tout à l'heure, on est aussi en mesure d'organiser des réunions pour mettre des entreprises, quand il y a un marché public, de mettre des entreprises dans la salle pour leur expliquer le marché public et qu'elles puissent y répondre. Et donc ça les incite davantage à y répondre s'il y a eu ce rendez-vous-là avant, parce qu'on sait que ça c'est un problème des bailleurs aujourd'hui, de ne pas forcément trouver les entreprises pour répondre à leur marché public. Donc on a cet engagement-là avec une relation de proximité, parce que mes collègues, mieux que moi, connaissent vraiment bien les entreprises et connaissent de mieux en mieux la maîtrise d'ouvrage et puis la maîtrise d'œuvre aussi. Donc on est là vraiment pour articuler et fluidifier ces projets sur le territoire. Merci beaucoup. Alors, si on passe maintenant au plus concret, alors est-ce que c'est possible de montrer quelques images ou pas Est-ce que c'est bien un support? Faut juste partager un peu. Ouais, il faut partager, je ne sais pas où il est, je sais pas. En bas, en vert, au milieu. Ouais, partager. Alors, en fait, la question, je peux quand même la poser. Hein. Moi, je voudrais bien comprendre, et surtout faire comprendre, la différence entre modulaire, hors site, préfabriqué. J'ai plein de questions. Hein. Quels sont les avantages de ces types de construction? Est-ce qu'on peut tout faire? Parce que les architectes ont souvent des avis variés là-dessus. Il y en a beaucoup qui disent « Oh là là, non, c'est pas du tout possible, on va dégrader la qualité, l'esthétique, etc. » En quoi est-ce que c'est écologique et est-ce que c'est plus cher
Et puis aussi, quelle est l'acceptation des bâtiments, entre guillemets, préfabriqués, parce que ils correspondent ou ils font résonner dans l'inconscient collectif aussi des constructions de toute une période qu'on assimile un peu vite aux grands ensembles, et du coup à toute l'histoire des banlieues, de la politique de la ville, etc., qui n'a pas forcément, ou pas que, en tout cas, un lien avec ces constructions, ces modes de construction. Donc tout ça en 10 minutes. Allez, c'est parti. Moins. Moins. Alors, qu'est-ce que leur site? Première chose, c'est l'idée d'aller produire des éléments en usine que vous allez assembler sur le chantier. Hein. Hors site, off-site, ça vient de l'anglais, c'est tout ce que vous ne faites pas sur chantier. Okay, ça va vous éclairer. L'idée, je le précise tout de suite, c'est d'aller chercher des éléments qui sont les plus aboutis possibles. Je vais vous donner l'exemple d'un pré-mur béton, c'est une bonne chose, mais nous, on préfère dire il faut une façade et elle soit complète, il y ait sa menuiserie, il y ait son isolant, il y ait son pare-vapeur, il y ait tout ce que vous voulez. Parce que l'idée et l'intérêt, c'est que vous allez travailler sur un process industriel jusque-là et avoir un niveau de qualité. Et c'est bien ça, la première promesse du hors-site, c'est vous sortez avec des bâtiments avec zéro réserve, zéro déo, et vous avez une vraie qualité. Et ceux qui sont à l'origine de cette réflexion, qui n'est pas nouvelle, mais qui cherche à se développer aujourd'hui, ce sont des gros donneurs d'ordre qui disent, si on veut pouvoir produire rapidement, il faut retrouver de la qualité et de la capacité à construire de façon qualitative. Je ne parle pas de l'architecture, je vais vous montrer des images, parce qu'effectivement, l'une des craintes, c'est que ce soit pas beau, et vous me le direz à la fin si effectivement c'est pas beau. Donc, l'idée, c'est des procédés industriels. Vous avez du gain de matière, et je vais parler environnemental aussi, parce qu'il y a pas mal de choses, mais vous avez surtout du gain de délai. Et je pense que par rapport à l'enjeu du territoire de Cherbourg-en-Cotentin, il est là en réalité. Hein. C'est comment est-ce que vous allez chercher une approche constructive qui va vous permettre de gagner du temps, voire d'être temporaire, ou du temporaire à 15 ans, je ne sais plus comment on l'appelle, mais un truc qui est suffisamment qualitatif pour répondre sur un certain nombre d'éléments. Okay. Et on gagne combien de temps? Alors, je vais y aller. Mais qu'est-ce que c'est que le hors-site? C'est ce qu'on appelle du 1D, 2D, 3D. C'est-à-dire que c'est du pot-au-poutre, un truc qui existe depuis 1000 ans, hein, c'est pas du tout nouveau, mais préfabriqué, d'accord, du plancher de la façade, du modulaire, et oui, ça fait partie de ça, mais moi je vous dirais que sur le logement, on a plutôt le sentiment que ce sera 80% en 2D et 20% en 3D. Donc la réponse 3D, elle est très rapide, ce qui permet de faire des choses. Mais si vous voulez réellement développer de l'habitat, ça sera plutôt avec du 2D. Et quand on se parle de rénovation, c'est du 2D, par exemple. Je montrerai des images aussi. Et puis, il y a des choses un peu bizarres, des salles de bain préfabriquées, des gaines préfabriquées. Vous verrez, ça marche aussi. Alors, le grand intérêt, hein, c'est du procédé éprouvé et maîtrisé, parce que ça sort d'usine, et c'est donc tout un process qualitatif industriel. Mais c'est aussi de la réduction de délai. Et là, on est en gros sur 30 à 50% en 2D, de temps de chantier, et c'est important de le dire, parce que les études, vous ne gagnerez pas de temps sur les études. Donc, du gain de temps sur le chantier. En 3D, ça peut être extrêmement spectaculaire. C'est-à-dire que vous pouvez monter un bâtiment, allez, je vous l'ai fait à la chinoise, il faut 126 heures pour un bâtiment de 56 étages avec des planchers de 1000 mètres carrés. Voilà. Donc, c'est du métal, vous ne diriez jamais de la vie, bien sûr, mais voilà, il y a de la capacité à aller vite sur ce genre d'approche. Sur la rénovation, et c'est important, vous basculez en fait, il faut avoir l'image, mais d'une rénovation où il y a un échafaudage, il faut travailler l'acceptabilité, il faut travailler les espaces, à une nacelle qui vient plugger une façade. Ça ne dit pas tout à fait la même approche. Bon, je vais un peu vite là-dessus. Qui dit réduction de temps, des réductions des nuisances, et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que si peut-être vous gagnez 30 à 50% de temps, vous gagnez 80% en moins de nuisances. C'est-à-dire que toute la partie très bruyante, gros œuvre, elle disparaît. Et ça veut dire que vous êtes sur des problématiques de logistique, des problématiques de nuisances par rapport au voisinage qui n'ont plus rien à voir. Question environnementale, aujourd'hui le hors-site, ça permet d'aller chercher la RE 2025 de façon parfaitement naturelle, 2028 et 2031 sans vraiment de difficulté. Pourquoi? Parce que ça permet, et c'est le lien avec le bois, ça permet d'aller chercher des matériaux biosourcés, ce que vous ne pouvez pas forcément mettre en œuvre sur le chantier, vous pouvez le mettre en œuvre en usine. D'accord? Par ailleurs, et pour avoir fait l'exercice avec des promoteurs, on leur avait demandé de comparer un bâtiment standard et puis de venir en procédé hors site, en conception hors site, ils sont revenus en disant mais c'est dingue, il y a 10% de moins de matière. Vous faites du haussmannien, vous faites plomber les logements, c'est pas dégueulasse le haussmannien.
Donc voilà, l'idée c'est la rationalisation par un travail de conception où vous allez chercher à optimiser votre plan et ça permet 10% de moins de matière. Ça permet aussi de gagner en d'autres sujets. On appelle ça la production sèche aussi, donc il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas besoin d'un certain nombre d'éléments. Donc ça répond aux enjeux environnementaux. Ça permet aussi, et ça on y pense peu, ça permet, je vous montrerai des images, ça permet de refaire la ville sur la ville. On va aussi se parler de surélévation, de densification, d'intervention en dents creuses, etc., etc. Parce que quand vous avez du bois, ça ne pèse pas le poids du béton. Et donc, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez aller chercher. Quand vous êtes en cœur d'îlot, la toupie, elle ne va pas y arriver. Alors que si vous êtes sur du 1D, des poutres et des planchers, ça fonctionne. Des poutres et des poteaux. Pardon. Voilà, donc c'est un outil pour refaire la ville sur la ville. Et c'est un moyen d'accélérer la décarbonation des immeubles. Parce que vous allez pouvoir, je vous montrerai des images aussi, être sur de la réintervention sur des bâtiments, alors pas tous. Les bâtiments qu'on sent en face, ça marche plutôt pas mal. C'est simple, c'est volumétrique, évidemment ça fonctionne mieux, mais ça permet d'être aussi sur des chantiers en milieu occupé. Voilà, alors moi pour revenir sur vous, c'est surtout un temps de chantier plus court, je pense que c'est ça qui est important parce que vous avez des temps masqués de production en usine. C'est aussi, c'est ça qui est important, le hors-site, c'est, encore une fois, c'est de l'haussmannien, c'est de la répétitivité. Hein. Et qui dit répétitivité dit qu'il y a une partie des études que vous pouvez parfaitement recycler. Et c'est aussi en général ce qu'on reproche je reprends le mot de préfabriqué, c'est la standardisation. Oui, mais c'est une standardisation qui ne se voit pas. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on standardise ce qui ne se voit pas, ce qui n'empêche pas de contextualiser, ce qui n'empêche pas d'avoir des bâtiments qui n'ont absolument pas la même tête. C'est vraiment pas chaud. Encore une fois, les images, je vous le montre. Voilà, tout est possible en hors-site. Allez, quelques images. Oui, alors juste la question du prix. Ah, le prix, je viendrai après. Mais d'abord, je vous convainc sur l'esthétique. Et après, je vous dis combien ça coûte. Oui, alors on passe vite. Très vite. C'est que du logement. Enfin, c'est pas que du logement, vous verrez. Donc, je vous enverrai le support. Donc, du petit collectif, si ça veut bien passer. Voilà. Là, on est sur du modulaire. Pour le coup, avant, on était sur du 2D, bois en l'occurrence. Mais je ne vous ai pas parlé de matériaux, mais on peut être sur du... Voilà. Là, vous n'êtes pas sur du bois, vous êtes sur de la pierre. L'idée, c'est que, ce matin, quelqu'un en parlait, il faut aussi, c'est vous qui en parliez, il faut aussi être sur des formes d'habitat qui sont les nôtres, enfin, qui sont celles qui correspondent à vos usages. Ça veut dire des matériaux qui sont peut-être aussi spécifiques et sur lesquels vous allez vouloir travailler. C'est tout à fait possible. Là, on est sur des bâtiments à Versailles, à côté, d'accession à la propriété. Là, on est en plein Paris, c'est du béton, bas carbone, préfabriqué. D'accord ? Là, plutôt du bois, on densifie. Hein, là, c'est de la résidence sociale. C'est aussi une autre manière. Hein, la résidence sociale, à l'évidence, elle est très tramée. C'est plutôt, là, pour le coup, quelque chose qui va être bien. Du bureau, on change complètement d'univers. Du tertiaire, pareil. Et là, c'est du tertiaire 3D, hein, et ça ne se voit absolument pas. Le but, à la fin, c'est que vous ne sachiez pas quelqu'un qui vit dans un bâtiment, il ne veut pas s'interroger sur la manière dont il a été construit. L'idée, c'est ça ne doit pas se voir. Ça, c'est les l'URSSAF à Marseille, peu importe. Du bureau, encore une fois, pour vous montrer des formes un peu différentes, et l'ordinateur ne veut pas passer aussi vite que moi. Ça, c'est Poissy avec les bâtiments de Stellantis. Autre chose, des équipements publics type vélostation. Je suis désolée, ça ne pas aller. Une mairie, une école, ok. Du transitoire, et du transitoire dont on va peut-être se parler tout à l'heure, du transitoire logement. Là, en l'occurrence, c'est une opération de toit temporaire urbain qui se propose de porter la maîtrise d'ouvrage et la propriété de logement sur du 5 ans, du 10 ans, du 15 ans. Et du coup, l'idée, c'est de déplacer à la fin et d'aller le mettre ailleurs. Je fais très vite. La rénovation, je vous en parlais, ça c'est de l'intervention en cœur d'îlot, pas en cœur d'îlot, pardon, mais en dents creuses. Même chose de la densification en bois, de l'intervention en cœur d'îlot. Vous voyez des formes qui sont plutôt pas mal, de la surélévation. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, mais ça donne un peu une image, un aperçu en tout cas de... Est-ce qu'on a un chiffre qui pourrait nous dire voilà, sur ce que ça représente aujourd'hui en fait la production hors site, c'est entre 3 et 5% de la construction. C'est très difficile à chiffrer. Hein. Okay. Et puis, quand on dit un bâtiment hors site, en fait, il n'est jamais totalement hors site, donc c'est une partie du bâtiment qui est hors site, une partie.
Donc nous, on est en France entre 3 et 5, les Allemands sont à 20. Je pense qu'ils n'ont pas fait les grands quartiers d'habitat sociaux et ils n'ont pas cette image rétinienne qui est un peu persistante pour nous. Même chose sur les Anglais, les Suédois sont à 49%. Voilà. C'est aussi pas mal d'éléments culturels derrière et puis de matériaux parce qu'il y a un lien fort avec le matériau. Bon, l'idée que nous on s'en fait, c'est qu'on pourrait être comme nos amis allemands, autrichiens, anglais autour de 20%, ce qui permet, encore une fois, l'objectif, c'est de construire de façon qualitative et de trouver de la capacité, de retrouver de la capacité à construire et à rénover plus facilement. Merci. J'ai pas dit le prix, mais si on... Oui, si, ça vous intéresse. Le prix, je vais essayer de ne pas faire de la langue de bois. Il y a une phase d'apprentissage quand on fait du hors-site parce que tout ça est très ça veut dire que c'est plus cher. Oui, au début c'est plus cher. Pour le dire autrement, au début c'est plus cher. Parce qu'il faut apprendre à travailler comme ça, que ça fait bouger les pratiques. Mais ceux qui ont passé cette étape disent qu'il n'y a plus de différence notable. Notamment en 2D, il y en a encore un petit peu en 3D. Mais voilà, et on est en train, nous, de sortir un observatoire des prix qui confirme ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'on est sur des niveaux de prix équivalents. Dès lors que vous avez passé cette courbe d'apprentissage, qui est une courbe où il y a besoin d'ingénierie pour éviter de faire un certain nombre d'erreurs, où il y a besoin d'aller chercher de la compétence, et c'est pas forcément évident. Mais voilà, donc oui. En termes de coût, est-ce que vous mesurez aussi la prévente liée à la qualité? Oui, alors merci, c'est parce que... Quelques élus sur les fins d'opération, une fois que l'opération est livrée et habitée, on a parfois des mois difficiles. Des contentieux. C'est la promesse du hors-site, c'est le zéro réserve et pas de déo, mais c'est aussi un coût d'entretien qui est moindre et c'est aussi une durabilité qui est plus forte. Alors, mais la question qui est posée en général, c'est le prix au mètre carré. Nous, en construction, l'idée c'est effectivement il faut le lire en cycle de vie et ça ne dit pas la même chose. Alors on essaye, mais c'est très compliqué de calculer ça sur des produits qui ne sont pas encore complètement à 50 ans de vie, parce que c'est ça la réalité. Et puis il y a des sujets qui vont vous intéresser aussi autour de la réversibilité, c'est-à-dire que si vous êtes sur du poteau-poutre plancher, rien ne vous interdit d'imaginer des évolutions d'usage, ce qui par rapport à vos enjeux à vous me semble intéressant. Alors il y a eu quelques exemples aussi hauts. C'est pas quelque chose sur lequel on a une totale maîtrise, mais en tout cas qui est en train de se réfléchir. Et pour ça, il faut faire du hors-site, effectivement. Merci. Alors, la pénibilité sur les chantiers n'est pas du tout là. peut-être qu'on va garder les questions pour après, parce que sinon, on ne va pas arriver à tenir le temps. Anne-Sara, mais gardez-les, notez-les. Justement, je voulais vous en parler de la pénibilité, parce que cette construction, et surtout là, sur des enjeux où vous allez avoir besoin de beaucoup de volume, il y a une question de formation aussi. Il y a une question de main-d'œuvre. Si vous n'avez pas la main-d'œuvre, vous aurez beau avoir tous les plus beaux projets que vous voulez, vous ne pourrez rien construire. Donc même là, avec du hors-site, où il va falloir aller chercher sans doute un petit peu plus loin, parce qu'en plus, vous êtes un Finistère, donc il n'y a pas de la terre tout autour pour faire venir de loin, de partout. Ça, c'est quand même un enjeu. Il y a des enjeux logistiques qu'on pourra avoir tout à l'heure. En termes de pénibilité, là, vous pouvez avoir de l'attractivité des métiers de la construction, puisque, en effet, comme le disait Céline, le temps sur chantier est beaucoup plus court, ce qui veut dire que vos compagnons, quand ils vont travailler, ils vont être à l'abri, plus ou moins au chaud, ça dépend un peu des installations, mais en tout cas, ils sont à l'abri de l'eau, du vent, et ça fait des conditions de travail qui sont quand même beaucoup plus acceptables, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a de la mécanisation forcément à l'intérieur des ateliers, avec notamment ces tables papillons qui permettent en fait de moins se casser le dos quand on va faire la préfabrication des murs, pour moi, au Saturbois. Donc ça, c'était un premier point que je voulais rappeler. Et puis ensuite, deux autres rapidement. La question de pourquoi est-ce que dans d'autres pays, ils arrivent à faire mieux que nous, je pense qu'en effet, c'est extrêmement culturel. Moi, je me suis déjà confrontée à des maires qui me disaient oui, mais si on fait plus de construction bois, on va déforester. La réponse est non. Voilà. Autre réponse, oui, mais si on met de la paille, les bêtes... Alors, la réponse est non, ça mérite un petit développement quand même, parce que effectivement, ça paraît logique. Déforestation ? Ah bah alors, très bien, allons-y. Aujourd'hui, en France, la forêt, elle grandit. Depuis 150 ans en Europe, la forêt, elle grandit. Imaginez qu'à la fin du XVIIIe siècle, on avait des landes. C'était plus des forêts, c'était à peu près la forêt manchoise en fait.
C'est-à-dire qu'on avait pris tellement d'arbres pour la construction, les bateaux. Vous aviez autant de forêt que partout ailleurs avant, hein. Sauf que vous êtes près de la côte, et donc on a tout coupé, notamment pour aller faire des bateaux. Voilà, c'est pour ça que vous avez plus de forêt, hein. C'est pas parce que il y avait des raisons géologiques. Donc, on a, depuis la fin du XVIIIe et notamment le XIXe siècle, une politique forestière qui est de protection quand même globalement de la forêt et aujourd'hui de replantation quand on va couper des arbres. Et donc la forêt grandit. Et tous les ans, en France, on va couper à peu près 60% de l'extension. C'est-à-dire qu'on ne touche pas au capital, on a tous les ans un bénéfice et on prend 60% de ce bénéfice, c'est-à-dire qu'on garde 40% en plus tous les ans de croissance de la forêt. Et par ailleurs, la forêt, elle est protégée, il y a des lois, il y a un code forestier qui fait que quand on coupe, on replante. Donc la forêt, elle n'est pas laissée au libre choix des propriétaires qui feraient ce qu'ils veulent. Donc il y a de la forêt, il y a du bois, on a encore possibilité de faire plus de construction bois, et de la même manière, les autres matériaux biosourcés, j'ai aussi entendu, oui, mais si on met de la paille en isolation, les bêtes, elles n'auront plus à manger. C'est pas la même. Hein, on ne met pas la même paille pour les bêtes et puis pour la construction. Ils mangent le foin. Bah voilà, c'est pas la paille. Mais oui, mais vous savez, aujourd'hui, les gens, on est tous urbains. On a un peu oublié parfois la différence entre le foin et la paille. Néanmoins, on importe beaucoup de bois. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, notamment en Normandie, on a 85% de feuillus. Or, en construction, on utilise 85% de résineux. Pourquoi? Je peux aller loin comme ça, attention. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, et puis parce qu'on a pris cette habitude-là, et que ça coûte moins cher parce que ça pousse plus vite, que c'est très facile à travailler, et que donc, aujourd'hui, les assurances, les habitudes constructives utilisent du résineux. Et nous, aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille à utiliser davantage de bois local. Ça ne veut pas dire enrésiner nos forêts, ça veut dire trouver des méthodes pour utiliser du chêne ou des feuillus secondaires qui valent moins cher que le chêne et qu'on pourrait aussi mettre en construction. Voilà. Et je finis juste sur le coup, justement. Moi, j'ai vu qu'en Suède, ils étaient revenus justement à l'usage du bois en construction parce que finalement, ils trouvaient que ça leur coûtait moins cher que la construction traditionnelle. Donc en effet, avec un peu d'habitude, avec une maîtrise d'œuvre qui sait ce qu'elle fait parce qu'elle a été formée pour, avec des entreprises qui savent ce qu'elles font, qui font qu'en effet, vous n'avez pas de défaut une fois que les bâtiments ont été construits, avec une maîtrise d'ouvrage qui est partante et qui est prête à entendre que oui, on va faire un peu différemment, finalement, on peut mettre tout en ligne pour avoir une construction qui, au final, ne coûte pas beaucoup plus cher. Et le coût supplémentaire de la matière, c'est très marginal, finalement, sur l'ensemble de votre chantier, à exigence égale, sachant que là, on va être en général sur des bâtiments qui vont être mieux isolés. Et donc, derrière, ça veut dire moins de chauffage, surtout pour des bailleurs sociaux. Et donc, à terme, vous êtes plutôt gagnant. Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir à François Lefebvre, à qui on va peut-être arrêter le partage d'écran pour qu'il puisse voir la salle. Ça ne marche pas. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah. Bon. Donc vous avez mis en œuvre certains de ces procédés pour justement fabriquer du logement plus vite, alors moins cher, on verra, de manière innovante, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez mis en œuvre? Oui, alors déjà le postulat de départ, hein, parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le postulat de départ, c'est évidemment d'organiser les choses pour que le logement soit digne et plutôt bon marché, puisqu'on sait pertinemment que des salariés qui viennent travailler sur un chantier, si le logement n'est pas bon marché, ça pose problème, puisqu'ils vont chercher d'autres solutions, voire même pour certains, hein, à l'extrême, dormir dans sa voiture pour ne pas dépenser ses primes de déplacement. Et donc, il est important d'essayer de trouver des équilibres économiques qui permettent d'inciter les gens à aller dans ces logements dignes,
d'éviter des zones de non-droit ou des zones de stockage comme on a pu connaître sur certains chantiers, hein, et c'est vrai que ça apporte que des désagréments. C'est pas digne pour les salariés, c'est pas vivable pour les locaux, et donc il faut trouver une réponse adaptée à ces besoins. Alors je précise juste une réponse adaptée à des besoins qui peuvent être de quelques années, parfois moins, ou plus pérennes pour des ménages aussi qui peuvent être des ménages d'une personne ou des familles avec des revenus différents. En fait, il faut un mix, et c'est ce qu'on a engagé depuis 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire que on essaie alors, avec des clés de répartition qui sont les nôtres, puisque effectivement, on n'a pas de données très fiables aujourd'hui. Et d'ailleurs, les premiers retours de chantier sur les 1000 personnes qui sont actuellement sur le chantier, hein, que j'évoquais tout à l'heure, des études, des sondages ont été faits auprès des personnes pour savoir où ils logeaient actuellement, puisque on est quand même qu'au début du chantier, et c'est parfois compliqué aujourd'hui, puisqu'on est dans une phase transitoire entre des périodes où on construit et où on développe les projets et qui ne sont pas encore suffisamment livrés en nombre. Et donc les gens galèrent beaucoup pour se loger, mais contrairement à ce que l'industriel nous dit, EDF, qui au départ nous dit les gens qui viennent sur le chantier, la seule chose qu'ils souhaitent c'est du logement temporaire, ben, on se rend compte que ce n'est pas forcément une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à plus de 50% de logements pérennes et durables, et 50%, 40% à peu près de logements temporaires. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a déjà ce recul-là, et c'était le postulat qu'on avait pris, c'est-à-dire de trouver des logements différents, de différentes typologies, et des réponses adaptées aux besoins et aux souhaits des gens. Donc en fait, on a 3 grosses catégories. Un, l'extension des campings avec des bungalows, mais là, pas dans un champ voilà, libre d'accès, etc., mais dans des campings où il y a un encadrement, il y a effectivement des gérants qui sont là, qui regardent comment se déroulent les choses et qui gèrent les choses. Donc ça, c'est un premier point. Et qu'est-ce qui se passe l'été alors ? On a vraiment voulu refuser l'installation sauvage dans des champs, des bungalows, des camping-cars, voire des tentes. Malheureusement, ça arrive. Et ça, c'était vraiment ce qu'on ne souhaitait pas. Pardon, sur les campings, qu'est-ce qui se passe l'été ? Parce que l'été, normalement, les campings sont occupés par des touristes. Alors, et l'avantage aussi, effectivement, c'est que on avait ce risque-là, c'est-à-dire que les gens qui souhaitaient venir travailler sur le chantier squattent, entre guillemets, ou prennent toutes les locations des campings, et qu'il n'y ait plus cet équilibre de développement sur notre territoire, c'est-à-dire plus de tourisme. Pendant 15 ans, c'était une des craintes. Donc, en augmentant la capacité et en régulant avec les gens qui gèrent les campings, c'est beaucoup plus simple, on maîtrise mieux. C'est-à-dire que la personne qui gère le camping n'a aucun intérêt à ne plus avoir de touristes pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce qu'on tue le tourisme et après il n'a plus personne qui viendra après le chantier. Donc, ou tout du moins, il mettra un certain nombre d'années à reconstruire la clientèle qu'il a perdue à cause de ça. Donc c'est à lui de le gérer, et évidemment avec les autorités locales. Donc ça c'était important, d'où l'intérêt de plutôt étendre et agrandir les campings existants plutôt que de se créer des zones sauvages de camping. Le deuxième champ qu'on a investi, c'est effectivement le temporaire réel, mais de qualité. Donc là, on travaille notamment avec toit temporaire urbain, on en a parlé tout à l'heure, donc avec un mode constructif déporté. Effectivement, c'est construit en usine, c'est apporté sur site. Il y a un pré-aménagement qui est fait en lien avec la collectivité, et les modules en bois qui
qui sont utilisés sont amenés sur le terrain et le montage se fait très rapidement. Et c'est du R+2, donc ça s'apparente à du petit collectif de qualité. Et évidemment, à l'issue du chantier, la vocation de ces modules en bois, c'est d'aller sur un autre chantier. Donc c'est ce que développe Toit Temporaire Urbain, et il travaille actuellement justement à la deuxième, voire la troisième ou la quatrième vie de ces modules. Donc ça, c'est du temporaire. Alors en termes de sobriété, hein, voilà, c'est plutôt pas mal. Puisqu'on le thème, le premier thème, on parlait de sobriété, là on est sur ce sujet. Alors, et le troisième modèle qu'on essaie de développer, c'est la construction en dur, hein, la vraie construction, avec des montages bailleurs d'une première vie en RHVS, en résidence hôtelière à vocation sociale, et une seconde vie avec un bailleur partenaire en transformation en logement social. Donc, un ordre d'idée, mais quand on a un projet où on a 500 logements première vie et RHVS, donc c'est du type 1. En deuxième vie, on passe en T2, T3, et évidemment, ça diminue par 2,5, voire 3, le nombre de logements à terme. Alors, c'est pas si simple, hein. Alors, on a travaillé avec deux partenaires, 3F Résidence et 3F Normandie. Je crois que Cédric Lefebvre devait être là aujourd'hui. Et en fait, donc il y a un passage d'un modèle à un autre. Alors évidemment, il y a des discussions financières entre les deux modèles, même si c'est le même groupe, il y a quand même des discussions. Et puis, ensuite, il y a évidemment comment on pratique pour les agréments de la seconde vie. Et ça, c'est un vrai problème, puisque les services de l'État ne peuvent pas nous garantir l'octroi d'agréments dans 15 ou 20 ans. Et en même temps, un bailleur prend quand même un risque important en s'engageant dans une opération comme ça s'il n'est pas sûr d'obtenir les agréments au moment où il va récupérer le bien. Donc là, il y a eu une sécurisation, un travail qui a été mené notamment avec la DHUP, une espèce de convention d'indemnisation si l'État n'était pas en capacité de produire ses agréments. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que des engagements sur 20 ans, 15 ou 20 ans, c'est bon, c'est un peu risqué malgré tout, mais au moins il y a un engagement écrit. Alors d'ailleurs, il n'y a pas que l'État qui s'engage, il y a aussi les agglomérations, puisque, enfin en tout cas notre agglomération s'est engagée aussi, puisqu'on pourrait très bien avoir des agréments qui nous sont dévolus et que dans le cadre de nos titres de notre délégation, on ne souhaite pas donner aux bailleurs. Donc on peut être aussi dans la boucle des responsables de non-obtention d'agrément. Donc ces trois modèles-là, et puis d'une manière plus large, ce qu'on a essayé de travailler aussi, c'est qu'il y ait une mixité sur chaque projet. Alors on a travaillé sur beaucoup de friches, globalement sur l'agglomération de Dieppe, sur 6 projets, on travaille sur 5 friches, une reconversion industrielle, hein, donc évidemment on a un gros travail de dépollution à mener, qu'on mène en partenariat avec le PFN. Je crois que Gilles Gall intervenait ce matin. Alors on a dû accélérer parce que le PFN est un partenaire historique avec Dieppe et l'agglomération de Dieppe. Mais là, évidemment, il a fallu accélérer un certain nombre de dossiers puisqu'on avait des perspectives sur certains terrains qui étaient plutôt à N+5, N+6, N+7. Et d'un seul coup, quand on a un projet industriel de cette ampleur qui nous arrive, on doit tout accélérer. Et donc, on a dû, là, on est sur 3 chantiers de dépollution en même temps. Donc, ça génère aussi des difficultés pour le PFN, hein, qui n'avait pas forcément prévu, la région, etc. On bouscule un peu tous les équilibres économiques d'un seul coup de nos partenaires. Mais les partenaires jouent le jeu, donc ça, c'est plutôt très favorable. Et puis, ça nous permet de tenir nos objectifs de sobriété. Et donc, je disais, sur 6 projets, 5 sont sur des friches et un seul est en extension.
Après, de là à dire qu'on ne sera jamais en extension et que la sobriété sera exemplaire, c'est un peu compliqué sur ce type de projet. Merci. Le législateur on va juste, généreux pardon, avec... on va revenir après sur les obstacles et les difficultés, si vous voulez bien. Oui, oui. Merci. Vincent Lerouzic, donc vous êtes aménageur. Quel est le rôle d'un aménageur par rapport au choix de matériaux, au choix constructif? Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Est-ce que vous pouvez le faire? Pourquoi est-ce que ces choix sont faits? Parce que vous êtes dans une région où la demande est très forte et en même temps sur un territoire où la forme urbaine n'est pas très dense. Enfin, ça dépend où dans le territoire. Oui, alors, en termes de territoire, c'est 44 communes voilà, dans l'Est francilien, 3 départements et 3 communautés d'agglomération, plus un morceau de la métropole du Grand Paris. Donc en termes de densité, on a un peu de tout, c'est-à-dire quand même, voilà, plus on va vers l'Est, généralement moins effectivement il y a de la densité, mais globalement quand même un urbanisme piloté par un aménageur, qui plus est un aménageur historiquement créé par l'État, quand même c'est des formes qui sont nettement plus denses que la moyenne au niveau national. Effectivement, alors pour répondre à cette question, je m'étais dit peut-être par esprit l'escalier un petit peu vous présenter quelques outils potentiellement qui peuvent répondre en termes de maîtrise foncière et qui fera écho aussi à ce qui a été dit ce matin en réunion, lors de la première table ronde, pardon. Alors effectivement, la première chose à bien distinguer, c'est l'urbanisme diffus versus effectivement l'aménagement planifié. Quand on a un aménageur effectivement constitué qui crée des zones d'aménagement concerté avec des fiches de l'eau, un cahier des charges, etc., qui est bien spécifié, effectivement, c'est des leviers qui permettent justement de pouvoir privilégier un certain nombre de choix de matériaux, voilà, qu'on est en capacité effectivement d'imposer aux preneurs, qui peuvent être sélectionnés le cas échéant effectivement par rapport à certains modes et procédés constructifs. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles effectivement nous on est membre effectivement de l'association Hors-Site et qu'on fait partie voilà, des grands donneurs d'ordre dont vous parliez tout à l'heure, mais aux côtés d'autres, c'est tout un collectif justement pour essayer de faire en sorte que le plus en amont possible, il puisse y avoir effectivement une demande qui soit constituée et qui permette justement d'augmenter les carnets de commandes et de faire émerger cette filière du hors-site dont on a besoin. Mais pour répondre à des enjeux aussi territoriaux comme celui comme ceux de l'agglomération du Cotentin, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'en fait, il y a potentiellement d'autres stratégies alternatives qui existent, qui sont peut-être un petit peu plus délicates à mettre en œuvre. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le secteur diffus, mais effectivement, vous avez un secteur pavillonnaire qui est quand même relativement important en périphérie de votre agglomération. Et là, on a vu effectivement des retours d'expérience déjà relativement probants, portés dans ce qu'on appelle le BIMBY, le Build in My Backyard, la possibilité de faire une division pavillonnaire et de pouvoir construire en fond de jardin voilà, des extensions ou des nouveaux logements. Et dans ce cas-là, effectivement, le hors-site peut aussi être une réponse complémentaire à ce type de stratégie pour effectivement, quand on a du mal à faire accéder un certain nombre de petits chantiers, etc. et tout, là, avec une grue, ça passe au-dessus. Enfin, voilà, il y a tout un tas de procédés qui peuvent être assez astucieusement ajustés et mis en complémentarité. Voilà. Et après, dans les autres outils qu'on avait évoqués en parlant et en préparant la table ronde, on s'était aussi posé la question, est-ce que des outils de dissociation bâti foncier peuvent être intéressants pour ce genre de choses? Moi, je mets toujours un petit peu un point d'attention là-dessus. Voilà, vous avez visiblement créé un OFS et avec des premières opérations en BRS qui sont en cours de développement et c'est très bien. En revanche, voilà, les baux de longue durée, dont le bail réel solidaire, c'est de 18 à 99 ans, donc en fait on est sur plutôt de la très longue durée, pour développer du logement durablement abordable, donc c'est en fait sur plusieurs décennies, et là visiblement on est plutôt sur une problématique potentielle de logement temporaire voilà, sur peut-être du plus court terme. Voilà, donc il
y a ce sujet-là de bien identifier est-ce que c'est le bon outil par rapport à la temporalité. La plupart des baux réels solidaires qui sont signés en France, c'est du 99 ans. Hein. Je ne sais même pas si on a eu sur 18 ans, je ne sais pas. Mais j'en ai pas eu connaissance. Voilà. Et après, dans les autres outils un petit peu nouveaux qui arrivent, bon, sur des usages très spécifiques, mais ça peut être intéressant à intégrer dans la réflexion sur du logement temporaire, c'est effectivement tout ce qu'on appelle notamment les permis à double état, c'est-à-dire en gros, on développe d'abord un programme immobilier qui a ensuite été conçu pour avoir une réversibilité par la suite, ou qui pourrait voilà, se transformer en autre chose. Et dans ce cas-là, c'est déjà autorisé en amont du permis, dès le premier permis, le fait que dans une temporalité, je crois qu'il peut aller jusqu'à 20 ans, bah oui, on autorise à changer l'usage de l'ouvrage bâti. Donc il a vocation à être pérennisé, mais à avoir un autre usage. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui a d'abord été expérimenté dans le cadre des JO par rapport au village olympique, voilà, qui avait ensuite vocation à devenir un quartier résidentiel, et qui là trouve une actualité récente autour des enjeux de transformation bureau-logement. Mais voilà, est-ce que ce type d'outil voilà, un petit peu nouveau qui arrive, ça peut aussi répondre à des problématiques de différents usages qui peuvent se succéder dans le temps. Je laisse ça en ouverture, c'est pas forcément une réponse affirmative, mais en tout cas juste pour vous dire que ça existe également. Il y a des transformations d'usage aussi d'un bâtiment qui n'était pas du logement à du logement. Oui, et alors ensuite, effectivement, enfin, ça peut aller a priori dans les deux sens. Et donc là, effectivement, dans quel sens? C'est une autre solution Ouais. qu'on n'a pas évoquée, Ouais. La création de logements par transformation d'usage. C'est ça, exactement, tout à fait. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Alors nous, sur transformation effectivement de bureaux en logement, c'est un sujet qui arrive dans l'actualité parce qu'effectivement, comme beaucoup de territoires, notamment franciliens, voilà, il y a une baisse assez considérable aujourd'hui en besoin de bureaux, et donc effectivement des bureaux qui se vident dans certains secteurs. Voilà, c'est pas toujours le même diagnostic qui est fait. Et donc effectivement, ça fait partie des sujets que l'on étudie. Après, nous, notre rôle d'aménageur là-dedans, c'est aussi de toujours avoir un point de vigilance à avoir une focalisation sur le projet urbain d'ensemble. C'est-à-dire que voilà, quand on a un quartier de bureau qui commence à avoir une certaine obsolescence, une vacance importante, etc., tout transformer en logement, c'est pas forcément ni la volonté des élus locaux et de la population locale au départ, et ni forcément le scénario non plus souhaité, et c'est pas forcément toujours la réponse à tout. Donc c'est une solution parmi d'autres, mais nous c'est vrai que notre rôle d'aménageur là-dedans, c'est de dire voilà, c'est important de garder quand même une mixité fonctionnelle dans ces quartiers-là, de ne pas laisser tout le marché faire son œuvre dans la transformation du bureau-logement, mais de le favoriser quand c'est justifié et possible techniquement, parce que voilà, il y a tout un tas de contraintes par rapport à ces évolutions. Mais effectivement, voilà, avec cet ADN de dire quand même à un moment donné, ce qui fabrique la ville, c'est la mixité fonctionnelle et aussi la mixité sociale, bien sûr. Et donc d'être garant de cet ADN-là, et souvent c'est la demande que nous font les collectivités. Alors, je vous avais dit, n'oubliez pas vos questions. Peut-être qu'avant de passer au troisième thème, on peut les entendre sur cette... Et puis, Anne-Sara, tu voulais rajouter quelque chose? Juste un petit point aussi, en termes de solutions techniques. Et là, donc, vous avez une contrainte liée à des nouveaux habitants qui vont arriver, mais vous avez aussi des contraintes, ça a été évoqué ce matin, environnementales et par rapport à l'érosion du trait de côte, etc. Et c'est là aussi où un certain nombre de ces solutions qu'on évoque maintenant sont intéressantes, puisqu'elles peuvent avoir un impact extrêmement réduit. Là, forcément, si vous faites une fondation béton, ça va être compliqué. Mais par contre, sur des constructions légères, notamment en bois, vous pouvez poser sur des techniques pieux, c'est-à-dire que vous allez faire comme des maisons sur pilotis quasiment, qui font que après on peut penser aussi à la réemployabilité des matériaux pour un petit peu plus tard, et faire en sorte que vous aménagez pour un temps court ou de moyen terme, et qu'ensuite vous pouvez rendre l'environnement à sa vocation naturelle. Et à Caen, par exemple, là où on avait la presqu'île, et on s'est rendu compte tout d'un coup que bah oui, peut-être que la presqu'île, on n'allait pas pouvoir construire dessus parce qu'il
ça allait être potentiellement inondé. Ils sont en train de réfléchir à un aménagement à 50 ans qui soit, alors non pas réversible, enfin oui, réversible dans le sens où après on rend le site tel qu'il était avant. Moi, je vais peut-être avoir des questions de complément sur la question des transformations de bureaux en logement. Ce matin, je me promenais près de la Cité de la Mer, je suis tombée dans un bâtiment, une friche des douanes, je ne sais plus exactement. Je me dis, typiquement ça serait un bâtiment qu'on pourrait transformer en logement. Il en a la trame, et ça passe par du hors-site, mais donc c'est un sujet sur lequel, pour parler prix, là, pour le coup, là, il n'y a pas de modèle économique. Hein. Là, il n'y a pas de modèle économique. Et donc, ceux qui arrivent, ils passent par la foncière de transformation immobilière, qui est une filiale d'Action Logement, qui en fait achète et qui donne un bail emphytéotique qui correspond au modèle économique à l'envers. Enfin, ok, voilà. Donc ça, c'est un outil. Enfin, puisqu'on était là-dessus, c'est un outil. Voilà. Je vais rebondir sur ce que vous dites là. Sur deux, je suis pas sur la fin quand même. Qu'a-t-elle Le Gallou, qui est la directrice de la FTI, on a déjà eu un échange. Il y a déjà eu un échange avec le service de la ville sur l'AFPA, qui est un long bâtiment linéaire le long du boulevard de l'Est dont on parlait ce matin. Je crois que depuis, ça n'a pas été concrétisé, mais en tout cas, on est toujours disposé, côté collectivité, à être dans ce rapport de réversibilité. Alors les douanes, c'est le quai Collins, donc c'est en effet, il y a une étude de préfiguration urbaine, il y a tout un travail qui est mené, puisqu'il y a une ancienne responsable d'EDIS qui est là, ça fait partie des sujets avec EDIS justement, puisque c'est la fameuse contradiction entre d'un côté un marché public qui donne des possibilités d'utiliser un espace qui est celui du quai Collins, et de l'autre une collectivité qui mène une étude pour faire face aux enjeux de submersion marine avec des utilisations d'espace qui sont contradictoires avec celles qui sont passées dans le marché postérieur sans tenir compte du marché antérieur qui était celui qui était l'adaptation à la submersion marine. Donc bref, ces sujets-là sont effectivement font notre actualité. Par rapport aux éléments que vous avez donnés, qui sont quand même des éléments très optimistes, et moi je les reçois comme tels, je fais juste 3 petits retours d'expérience. Le premier, c'est je suis allé visiter un chantier d'EFAGE sur les gendarmes militaires, 72 logements devant l'Arsenal, avec une salle de bain qui a été construite dans une usine de la Sarthe, c'était Moulinex à l'origine, cette usine-là, et cette salle de bain, le bâtiment, enfin le logement témoin qu'on a visité. HVA Concept. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je confirme qu'effectivement, on ne voit pas que c'est standardisé, et c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est un élément, pour le coup, qui donne l'idée aux élus que ça puisse être décliné dans d'autres. Puis je vois qu'il y a un architecte aussi avec qui j'ai pu parler qui travaille un peu sur ces questions-là. Donc ça, c'est plutôt un élément positif. Mais 2 retours un peu plus cruels. D'abord, sur ce qu'est la financiarisation du logement, ça a des conséquences concrètes. Le quartier fantôme de Cherbourg, c'est du hors-site. C'est-à-dire, c'est des maisons en bois qui ont été construites par réalité. Les gens, pour 3 foyers, vivent dans les maisons. Les autres attendent que les maisons soient construites. Donc, la crise du logement qui a conduit des promoteurs à mettre la clé sous la porte, quasiment, fait qu'il y a un quartier fantôme à Cherbourg-en-Cotentin, dans une ZAC, et c'est du hors-site. Et c'était des procédés où, en effet, il y avait 0 déchet, mais il y a 0 habitant aussi. Donc, ça, c'est peut-être pas la faute du hors-site, en l'occurrence. C'est la faute du montage et de la crise qui a fait qu'un promoteur, peu importe les raisons. Madame Sabat, je n'ai pas dit que c'était de la faute du hors-site. Je dis juste que sur la symbolique, la politique, c'est aussi de la symbole. Et là, ça ne crée pas un élément. Mais le troisième est plus cruel encore. Et là, on n'a pas, pour le coup, les éléments d'explication. C'est par rapport à la filière bois. C'est l'IFSI, c'est-à-dire c'est le bâtiment des... Bah oui, non, mais c'est pas pour faire le buzz que je dis ça, c'est qu'on a besoin, en tant qu'élu, d'objectiver quelle est la nature du problème posé. Alors quel est le problème? Le problème, attention. Il y a eu sur cette école d'infirmière, un matériau particulier qui est du lamellé-collé de hêtre. Donc, en gros, vous prenez des petites sections de hêtre, vous les collez, et ça permet de faire des longues portées en poteau ou en poutre. Et là, il y a un problème avec un fournisseur de ce lamellé-collé de hêtre. Il y a un problème manifestement avec l'école et qui pose donc des problèmes sur 2 bâtiments. L'IFSI à Cherbourg et le lycée de Bourrachard à Bourrachard. Sachant que ce même produit, il a été aussi utilisé pour le Wood Up à Paris,
qui est un grand bâtiment qui est sorti de terre sans aucun problème. Donc voilà, là, il y a un contentieux. Et je sais que c'est pas une bonne nouvelle. Je peux vous dire, moi, je me suis retrouvée dans le bureau d'Hervé Morin le jour où il a découvert qu'il y avait un problème avec son lycée et super innovant à Bourg-Achard. Donc, bon, on n'en est pas large avec mon président. Hein. Pourtant, on n'y était pour rien. Mais... Donc, évidemment, ça, vous pouvez toujours voir les problèmes qui existent. Combien de problèmes de chantier avec des bâtiments béton qui sont liés à différents, voilà, aux matériaux, à des conditions climatiques. Il y a énormément, en fait, dans la construction. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez toujours des soucis. Là, je suis bien consciente que ça fait une mauvaise publicité hein, pour la filière bois, ce qui se passe avec Solamé l'école et de Hêtre. Et encore une fois, c'est très embêtant pour vous, anecdotique au niveau de l'ensemble de la filière bois. C'est un problème, c'est un aléa. Pour les infirmières et les infirmiers qui sont dans un site qui est un petit peu en fin de vie. Et voilà, c'est pas très embêtant pour nous en soi. Non, mais c'est embêtant pour les jeunes qui étaient en formation. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Et moi, je ne fais pas partie d'une entreprise. Donc, quelque part, je ne me sens pas vraiment attaquée. Et on est conscient du problème. Et encore une fois, malheureusement, les problèmes sur les chantiers, ça arrive, quels que soient les bâtiments. En plus, avec Tifti, je sais qu'il y a eu des problèmes climatiques importants, puisqu'en plus, il y a eu une grosse tempête et qui a fait tomber ce qui était en place. Donc voilà, là, il y a des aléas multiples et on ne peut pas cacher tous les avantages du bois en construction, parce que là, il y a eu un souci, même s'il est particulièrement embêtant. Non, la question, c'est que le béton et toutes les malfaçons, il y en a tellement qu'on n'en parle plus. Et puis toute la filière est organisée pour de toute façon produire comme ça, et que pour mettre en avant une filière, c'est sûr que ce genre d'accident ou d'événement n'aide pas. Mais bon. Si je peux compléter sur la maturité de la filière, parce que c'est ça la question. Hein. Je vais regarder avant de venir, il y a un certain nombre d'acteurs du hors-site qui sont sur votre territoire, alors pas forcément à Cherbourg même. Alors, on a parlé de l'HVA qui n'est pas très loin, mais il y a Savard, hein, qui est un des grands constructeurs 2D. Il y a Poulenc, il y a Cuillère, il y a il m'en manque Prégard, du béton, etc. Vous avez des acteurs sur votre territoire en relative proximité de la construction hors site et qui sont, et c'est le deuxième point de ce que vous venez de soulever, c'est la question de l'innovation. Hors site, il y a des choses qui sont parfaitement éprouvées, qui sont couvertes par des DTU, il y a tout ce qu'il faut. Et puis il y en a qui ne le sont pas encore et qui sont des sujets d'innovation sur lesquels on a tous, et notamment d'ailleurs tout ce qui est sur réversibilité, au sujet, c'est un sujet d'innovation sur lequel il y a encore du travail à faire. Il y a des acteurs qui y travaillent, etc. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que c'est plein de choses. Hein. Il y a des pratiques qui sont très sécurisées, il y en a qui sont moins sécurisées. Et moi, c'est un des points à chaque fois, hein, quand on discute avec les maîtres d'ouvrage, c'est de soyez très au clair sur vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est de produire vite et qualitatif? Est-ce que c'est de faire du temporaire? Est-ce que c'est d'aller chercher des matériaux de la filière locale, etc. Vous ne pouvez pas tout jouer. Donc, il faut être au clair. Et après, il faut travailler avec des acteurs. C'est de l'intelligence collective, encore une fois. Il faut travailler avec un architecte qui a l'habitude et qui sait ce que c'est que ces matériaux, ces procédés, etc. Et qui saura vous dire... Là, par rapport à ce que vous avez dit, c'est peut-être pas la meilleure approche, il faut aller en chercher une autre, etc. Voilà. C'est de l'anticipation, et ça part de l'aménageur, effectivement, qui donne les conditions de ça, du maître d'ouvrage, qui comprend qu'il faut laisser de l'espace de discussion entre le maître d'ouvrage, l'industriel, le constructeur, l'architecte, et c'est itératif comme travail. Bon, il m'a semblé entendre ce matin que ce n'était pas complètement compatible avec votre manière de travailler. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Ben justement, enfin, moi j'ai compris ce matin qu'il y avait compris la parole des habitants. Et après, voilà. C'est ça qu'on est en train de se dire. Hein. C'est surtout, ne soyez pas dans votre ligne d'eau chacun. C'est-à-dire qu'il y a vraiment matière à se dire qui sont mes acteurs localement, quels sont mes matériaux que j'ai l'habitude d'employer, quels sont mes objectifs. Et là, je vais aller chercher la meilleure approche. On ne fait pas la promotion de la filière bois cet après-midi. On a un échange contradictoire sur les éléments, les avantages. Oui, mais je crois que c'est tout à fait clair. Je précise, la critique de l'IFSI ne veut pas dire que le hors-site n'a pas d'avenir dans le Cotentin, c'est pas ce que j'ai dit, ou la filière bois, voilà. Enfin, non, je le précise quand même. Mais c'est en effet un élément, c'est un contrepoint à ce qu'avait été une présentation très, très optimiste des choses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
a eu la réponse, c'est Frédéric Lefebvre de Dieppe, le temporaire. François, pardon. Le temporaire, c'est construit sur de la friche, me semble-t-il. C'est-à-dire que je me posais la question pour les constructions temporaires du foncier qui a été utilisé, et puisqu'il est temporaire, du devenir de ce foncier une fois le temporaire déplacé. Si j'ai bien compris, amené à être déplacé à la fin d'usage du chantier. Alors, il a en partie répondu sur le fait qu'il fallait le remettre en état, mais peut-être une réponse supplémentaire. Et du coup, il appartient à qui ce foncier? Il est mis à disposition par qui? Le foncier, là en l'occurrence sur le projet de toit temporaire urbain, c'est un foncier qui appartient à la ville de Dieppe. Mais donc on a privilégié effectivement ce foncier-là, il est mis à disposition du projet, en échange de quoi il y a quand même un travail sur la dépollution à minima, puisqu'il faut quand même rendre compatible le terrain avec l'usage. Donc, mais c'est très bien parce que du coup, ce que ça apporte à la collectivité, c'est plutôt ça, c'est-à-dire le travail sur la dépollution. Et puis à terme, les terrains seront évidemment de nouveau disponibles pour un autre projet. Pour les autres expériences qu'on a développées sur des friches, il s'agit effectivement de projets de reconversion, mais en logements sociaux à terme. Donc là, c'est durable. On traite aussi évidemment la pollution en amont, et puis à terme. Mais tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai oublié un autre dispositif qu'on a mis en place. Là, c'est un projet avec Eiffage et Logéo, un autre bailleur, qui lui ne fait exclusivement que de l'article 109, c'est-à-dire de la colocation avec agrément dès le début, mais de la colocation pour des jeunes de moins de 30 ans. Avec agrément de logement social. Globalement 200 logements, un peu plus même, réservés uniquement à ce type d'offre qui peut aussi correspondre, parce que là, pour le coup, ça fait des loyers vraiment très peu élevés, puisque la colocation, on arrive quasiment à 200 € par personne. Donc évidemment, ce sont des produits là qui vont être très prisés parce que ça permet. Alors l'article 109, c'est pas toujours simple à faire passer auprès de l'État. Faut bien expliquer parce que ça peut être considéré comme un détournement du logement social, du logement étudiant, du logement jeune salarié, ce qui n'est pas le cas, mais on est dans un contexte un peu particulier et c'est un dispositif qui est assez souple, donc c'est intéressant de l'utiliser. Vous pouvez le détailler en 2 mots? C'est une reconversion aussi. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous pouvez le détailler en 2 mots, l'article en question? C'est une dérogation au logement social? Oui, c'est ça. C'est l'article 109 du Code de l'habitat et de la construction. Qui dit quoi? Qui permet de faire de la colocation pour des jeunes de moins de 30 ans dans un logement social. Oui, madame, une question. Une question à vous, monsieur le vice-président. Dans le cadre de la production de logements temporaires sur des friches, est-ce que vous avez réussi à contourner la réglementation environnementale ou est-ce que vous avez dû appliquer toute la panoplie réglementaire d'usage? La question était sur des friches pour des logements temporaires. Est-ce que vous avez dû passer par les fourches codines de toutes les études environnementales ou est-ce que vous avez réussi à contourner cela? Je crois que ça faisait partie des obstacles rencontrés qu'on allait aborder. Oui, tout à fait. On est dans la 3e partie, mais oui. Non, il y a très peu de dérogations. Alors, on peut... selon les friches où on a travaillé, on était soit sur une ZAC communale où on avait déjà fait une étude d'impact, donc même avec une étude d'impact déjà faite, on a eu quelques déboires, mais enfin bon, c'est pas très... Voilà. Là, le préfet peut effectivement, dans le cadre d'un recours, revenir un peu sur les décisions qui ont été prises par l'Adréal. En revanche, non, malheureusement, on a quasiment 0 dérogation. C'est un des gros obstacles, en fait, qu'on rencontre au quotidien.
puisqu'on sait qu'on est dans un timing serré, on essaie de gagner des jours, des semaines, des mois sur tous les dossiers. Et malheureusement, parfois, l'administration, alors, il ne s'agit pas de déroger à tout, hein, mais il y a des choses, voilà, on comprend qu'il y a des choses qui ne peuvent amener à dérogation, mais il y a d'une part des choses qui peuvent amener à dérogation pour le coup, mais c'est très peu utilisé par les services de l'État, et surtout, il peut y avoir des instructions plus ou moins longues. Et là, c'est là où parfois on n'est pas très content parce que on n'a pas forcément de priorité. Alors, sans en arriver à dire qu'il faut qu'on soit servi les premiers, mais on sait qu'on est dans un timing serré, qu'on a parfois même la pression du préfet qui nous demande de produire, de se dépêcher, etc. sur les dossiers, et ces services qui n'instruisent pas plus rapidement les choses. Donc ça, c'est toutes les contradictions, hein, et d'où l'intérêt d'avoir une coordination forte et de façon à pouvoir interpeller les gens en amont. On a par exemple les problématiques d'archéo, ça c'est avec les délais de traitement qui sont complexes. Et là, on peut plomber un dossier d'1 an et demi sans problème, quoi. Alors, là aussi, hein, je pense que c'est important de faire le diagnostic, c'est important d'y aller, mais quand des fois on a 3, 4, 5, 6 mois de retard sur la présentation d'un diagnostic, on se dit, mince, c'est quand même dommage. Merci. Alors, justement, on a plongé dans les difficultés et dans les obstacles rencontrés. C'est une question un peu que j'adresse à vous trois, et vous quatre. C'est du côté de la filière bois ou la filière hors site, est-ce que c'est... Bon, d'abord, est-ce qu'il y a des obstacles au développement rapide de cette filière? Et au-delà de ce qu'on a déjà pu dire, est-ce que ce sont des obstacles réglementaires? Est-ce que ce sont des obstacles d'inconscient collectif qui fait que non, le bois ça brûle, alors surtout on ne va pas construire en bois, ou le hors-site c'est moche, ou ça, voilà. Enfin, c'est un peu caricatural, et qui sont aussi ceux qui peut-être véhiculent ces pensées-là? Est-ce que ce sont les acteurs? Est-ce que ce sont les promoteurs? Est-ce que ce sont les bailleurs? Est-ce que ce sont les architectes? Est-ce que ce sont les élus, etc. Je vais commencer à répondre. On est sur des vraies évolutions de pratique, en fait, hein, quand on construit un hors-site, qui sont sensibles. Le rôle de chacun n'est plus le même. Je vais prendre un exemple, un bureau de contrôle, pour changer un peu de thématique. Un bureau de contrôle, d'habitude, ça reste sur un chantier, c'est-à-dire ce qui est prescrit pour vérifier. Si le bureau de contrôle ne va pas en usine regarder ce qu'il ne verra plus derrière parce que ça a été assemblé, caché, il n'a pas fait son boulot. Hein. Donc ça veut dire que le bureau de contrôle, il faut qu'il intervienne dès... sur un chantier aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous faites un premier de série. Et que ce premier de série, il est essentiel parce que vous vérifiez tout. Donc ça veut dire que là, il faut y ait absolument tout, les bonnes personnes qui soient là. L'architecte, hein, c'est quand même une position qui est très différente. Il faut discuter avec un industriel. Je pense qu'il y a beaucoup d'architectes aujourd'hui qui ont compris que c'était comme ça qu'on allait faire aussi de l'environnemental, etc., et qui sont très sensibles à ces sujets. Quid de la question entre le geste architectural et le fait de travailler avec des éléments préfabriqués. Bon, c'est pas évident, hein, et ça fait débat au sein des architectes. On en débat, nous, avec l'ordre des architectes, on sent que c'est pas si simple. Côté maîtrise d'ouvrage, c'est pas la même approche non plus, notamment dans la commande. Ça pose des questions de commande publique. Il faut mettre en place la possibilité de discuter entre les acteurs. Donc, le bon côté, c'est qu'il n'y a pas de problème de réglementation. On le vérifie avec la mission interministérielle et la qualité des constructions publiques. Il y a ce qu'il faut dans l'arsenal, la loi MOP le permet, alors sur des côtés un peu particuliers, la conception-réalisation, la consultation anticipée sur AVP, enfin il y a des outils, mais qui ne sont pas habituels. En fait. On est en train de bousculer les pratiques, et moi ce qui est assez amusant, c'est que ce n'est pas du tout une question d'âge, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que la nouvelle génération, comme un seul homme, elle se dit, mais bien évidemment, il faut qu'on réfléchisse, en fait pas du tout, il y a des jeunes qui vous disent, mais non, mais le béton. Voilà, donc c'est profondément ancré, c'est très culturel. Oui, c'est pas seulement une question de matériaux. Non, c'est pas qu'une question de matériaux.
Mais l'idée aussi, et ça je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a besoin un peu de quelques années d'apprentissage collectif, quand on fait du hors-site, on a je vais prendre une image du président du CNOA, il dit avant on faisait un mur, on traçait 2 traits. On ne posait pas vraiment de questions. Là, on s'interroge sur ce qu'on va mettre dans le mur. Et ce qu'on va mettre dans le mur, ça va conditionner toute la construction en réalité. Alors c'est beaucoup plus riche. On peut mettre du chanvre, on peut mettre de la paille, on peut mettre ce que vous voulez, mais ça nécessite du coup quand même un peu de travail d'ingénierie. C'est un travail beaucoup plus fin en termes de conception, de réflexion amont. Et c'est pour ça que si on veut trouver un modèle économique, il faut qu'il y ait un certain volume derrière, parce que vous n'allez pas engager des études à ce point si derrière il n'y a pas de volume, ou si simplement vous ne recyclez pas quelque chose. Donc pour vous projeter sur Cherbourg, je pense qu'une fois que vous auriez un peu l'idée des besoins que vous avez, il faut se dire, je vais peut-être utiliser des procédés qui sont assez similaires pour pas... Enfin, je veux dire, si vous faites de l'expérimentation partout, vous allez payer partout très cher. Là, il y a une sorte de logique, là, un petit peu économique à se dire, et encore une fois, surtout ne faites pas le lien entre j'utilise le même procédé, mais j'ai la même tête de bâtiment, ça n'a rien à voir. Mais avec des procédés identiques, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous avez peut-être intérêt à travailler avec quelques acteurs pour développer certains produits qui seront déclinés, maturés, maîtrisés, pour éviter. C'est sûr que la question du volume, elle est importante, puisque là, ça pose la question de l'offre et de la demande. Et donc, c'est un serpent qui se mord la queue depuis des années, et c'est ce qu'on voit avec la filière bois, puisque les transformateurs nous disent, oui, mais nous, il faut qu'on ait plus de demandes pour mettre en place les processus industriels qui nous permettent de faire des économies d'échelle. Et comme en face, la demande a dit, oui, mais regardez, on n'a pas les produits qui nous permettront de faire ça, donc on va pas se lancer et faire des expérimentations. Donc à un moment, il faut réussir à aller au-delà de ça. C'est pour ça que nous, le pacte bois et biosourcé, il est là pour ça, pour essayer de sécuriser un peu la demande en amont, pour permettre des investissements aussi au sein de la filière. Donc ça, c'est forcément une première contrainte. La deuxième contrainte, c'est en effet une question d'image. Ça brûle, il y a des aléas de chantier qu'on voit beaucoup plus pour le bois, ou en tout cas qu'on met beaucoup plus en avant pour le bois que pour tous les autres matériaux. À ce jour, moi, je n'ai pas encore réussi à trouver un assureur qui arrive à distinguer les incendies issus d'un bâtiment en bois des incendies d'un bâtiment en béton. Moi, je n'ai pas de chiffres qui me disent, oui, les bâtiments en bois, ils brûlent 3 fois plus que les bâtiments en béton. Ce n'est pas le cas. Simplement, oui, quand un bâtiment en bois brûle, c'est plus visible. Et évidemment, il y a un choc et peut-être, sans être trop complotiste, mais il y a quand même des grosses majors quelque part qui font un lobbying qui est assez puissant. Et ils arrivent notamment sur alors un truc un peu technique, là, les FDES, les fiches qui parlent en fait des caractéristiques du matériau, qui arrivent à nous faire croire que le béton, c'est génial, c'est beaucoup plus, c'est un matériau beaucoup plus durable que le bois, parce qu'ils sont très très forts. Alors voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, des gens qui arrivent à rebondir sur les problèmes que parfois le bâtiment bois peut avoir. Ensuite, il y a en effet des contraintes réglementaires, notamment sur les incendies. En ce moment, on a une bataille autour de la réglementation incendie, parce qu'il faudrait tout d'un coup qu'on encapsule tout le bois. Donc, vous voyez, là, ça c'est fini. Vous pouvez rayer cette pièce. Il faudrait que les 3/4 de la salle soient encapsulés. Ça va être encapsulé, c'est recouvert d'un autre matériau. Voilà, c'est ça, on met du plâtre. Bon, c'est un peu dommage, hein, c'est sympa le bois, là. Puis pour l'acoustique, je pense que c'est plutôt bon aussi. Donc il y a ces questions-là, on bataille là-dessus. On a encore eu un courrier de Bruno Retailleau qui a répondu à une de nos députées en nous disant que oui, mais quand même il y a des incendies, et qui donne un exemple d'un incendie particulier. Bon, voilà. Donc ça, c'est sa réponse aujourd'hui. Je sens que les discussions à suivre ne vont pas être évidentes. Il y a des problématiques aussi assurantielles, on en parlait tout à l'heure, avec, oui, encore un petit peu de frilosité parfois pour ces matériaux-là. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a quand même aussi dans les contraintes aujourd'hui une contrainte d'emploi, de formation, puisqu'il faut qu'on ait des charpentiers, des menuisiers, des gens qui arrivent dans la construction bois, ou biosourcés, ou autres, hein, dans le bâtiment, de manière générale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
sans tomber dans une sombre démagogie. On voit quand même plus de jeunes qui veulent être influenceurs ou faire des travaux pas trop difficiles, où ils peuvent rentrer tôt et partir en vacances vite quand ils veulent. Donc forcément, d'aller à l'atelier tous les jours avec un travail un peu exigeant ou sur un chantier un peu exigeant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut réussir à les faire venir, à leur montrer qu'il y a de l'attractivité sur ces métiers-là et à les fidéliser une fois qu'ils ont fini leur CAP ou leur BTS et pour qu'ils restent. Et ça, c'est un gros boulot et je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans aussi, peut-être aussi pour montrer que ces métiers-là, c'est pas le fond du panier. Moi, j'ai des études supérieures, je serais incapable d'être charpentière aujourd'hui parce qu'il faut réussir à conceptualiser dans sa tête des formes en 3D. Moi, je ne serais pas forte pour ça et ni en calcul non plus. Donc, c'est des très beaux métiers qui mériteraient d'être plus reconnus aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions Non. Alors, peut-être Vincent, en zone tendue, parce que quand il n'y a pas de crise du logement, ce qui devient de plus en plus rare, mais en fait, l'Île-de-France est une région où on a beaucoup construit, en tout cas, et il y a quand même une forte demande, un peu ralentie en ce moment, côté off. Est-ce que les promoteurs ils sont sensibles ou rétifs à ces procédés nouveaux, constructifs, à ces matériaux nouveaux, puisqu'on leur demande aussi d'être extrêmement sobre pour l'environnement? Oui, effectivement, voilà, nous en tout cas on essaye de jouer notre rôle de donneur d'ordre, aussi d'évangélisateur un petit peu d'un écosystème, à la fois les collectivités locales, voilà, tous les sujets qu'on a évoqués, et puis ensuite les maîtres d'ouvrage, voilà, on peut les rencontrer sur notre territoire. Là, on sent quand même effectivement qu'il y a une courbe d'apprentissage, effectivement, pour reprendre ce que disait tout à l'heure, qui est là et qui fait que maintenant il y a quand même de plus en plus de réponses. Étant donné qu'on flèche sur des lots, des contraintes spécifiques et tout, à un moment donné, les opérateurs, effectivement, ils se doivent de s'adapter à ces contraintes. Et puis, c'est aussi un alignement un petit peu de planète qui peut se faire autour de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on sent par exemple que sur certains segments, il commence à y avoir une forme de reprise de marché aussi, bon, même si elle est encore un petit peu timide. On se dit effectivement, dans les prochains mois, peut-être que si ça continue à aller dans le bon sens, là où beaucoup de promoteurs avaient, dans le contexte des dernières années, plutôt vraiment serré la vis, réduit la voilure, etc. et tout, à se dire que peut-être qu'on va pouvoir redéclencher des choses. Dans ce cas-là, oui, leur site peut être une réponse qui peut, voilà, en tout cas sur les temps de chantier, ça a été dit, avoir un rôle un peu catalyseur pour avoir une réponse un petit peu plus rapide dans la relance de la construction en Île-de-France. Donc oui, effectivement, ça fait partie des solutions. Et donc le fait qu'on soit dans une action collective à plusieurs à jouer ce rôle-là, effectivement, à un moment donné, les choses commencent à monter. Merci. Monsieur Lefebvre, peut-être que ce sera le mot de la fin, ou en tout cas on s'achemine vers la fin de cette table ronde. Il y a quand même un petit paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, il faut construire vite. Alors, bien sûr, le hors-site, ça va vite, mais la filière n'est pas là, etc. Donc, ce qui va encore plus vite, c'est de faire du béton, de couler du béton. Donc, est-ce que, avec une industrie qui est extrêmement efficace pour ça, donc, en fait, comment vous arrivez, où est-ce que vous arrivez avec ceux qui viennent construire? Et en plus, question supplémentaire, est-ce qu'il y a beaucoup aussi d'opérateurs qui viennent construire sur votre territoire? On disait ce matin que ici c'était pas évident non plus d'attirer les promoteurs. Donc quel est votre levier en fait pour essayer de les pousser à aller vers ces filières-là? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs ou de promoteurs? Oui. Alors, oui, dès l'instant où il y a un preneur derrière. Dès l'instant où il y a un produit et un preneur, il n'y a pas de souci pour trouver le promoteur. En revanche,
s'il n'y en a pas, ou s'il y a des difficultés à en trouver, ou s'il faut inventer un modèle, là, il y en a beaucoup moins. Donc oui, il faut accompagner les promoteurs, les sélectionner, travailler en amont pour s'assurer qu'il y a bien un produit qui pourra sortir, qui correspond aux besoins, et puis qu'il y a un preneur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sans les bailleurs sociaux, clairement, on serait très très loin du compte. C'est-à-dire qu'un jour, on nous a dit en préfecture, il faut laisser la main visible du marché agir. Ça, c'est une bonne blague, mais parce que la main invisible du marché, elle aboutit à l'aménagement des garages ou des cabanes de jardin pour accueillir des salariés, hein. C'est ce qui se pratique dans notre secteur quand on n'a pas la main sur l'urbanisme et quand on n'a pas de projet. Donc on a tout intérêt à effectivement réfléchir en amont et puis à sélectionner les gens qui sont les plus sérieux, qui ont effectivement des dispositifs qui s'adaptent. Et évidemment, il faut avoir les bailleurs bien souvent derrière, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, quelque part, c'est bien, il y a une maîtrise publique, mais les bailleurs ont aussi leurs limites, hein. Ils ont des feuilles de route. Alors, quand ce sont des bailleurs qui dépendent d'Action Logement, ils ont des feuilles de route qui descendent de Paris, hein, avec un nombre de logements à produire maximum par an. Et il n'y a pas une case grand chantier, hein, dans tout ça. Donc, ce qui se construit à Dieppe ou à Cherbourg, c'est ce qui ne va pas se construire au Havre ou à Rouen ou ailleurs, ou à Évreux. Donc ça pose question, ça. Déjà, c'est un des freins et un des obstacles. Il faut trouver des solutions autour de ça. Après, il y a des produits, effectivement, qui existent, qui correspondent. Il y a aussi les résidences jeunes salariés. Mais on a aussi, par exemple, sur le modèle RHVS de résidence hôtelière à vocation sociale, des difficultés à trouver des gestionnaires. Ça se trouve pas, alors ça se trouve facilement dans la région parisienne. Chez nous, c'est plus compliqué. Donc les bailleurs travaillent autour de cette problématique-là, arrivent à en trouver. Mais bon, là, on voit qu'on a peut-être un modèle qui va se construire avec Adoma, ce qui est plutôt bien. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire que quand on l'a, il ne faut pas la lâcher, hein. Et puis, alors, dans les difficultés, quand on doit produire, hein, on a notre PLH qui a déjà une année, qui est normalement dimensionné pour le grand chantier. Sur l'agglomération de Dieppe-Maritime, on doit construire 3700 logements. Dont globalement 2500 pour le grand chantier. Donc c'est quand même un chantier énorme. Autant de logements, c'est 4 ou 5 fois ce qu'on produisait avant, presque, enfin plutôt 4. Mais donc, en tout cas dans le PLH précédent, donc on se doit évidemment de s'activer, de travailler fortement sur ces problématiques. Mais on a aussi les dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'on est devenu depuis le Covid une zone très prisée pour le tourisme. Il y a eu le développement du Airbnb fois 3 ou 4, beaucoup de résidences secondaires. Donc en gros, on est zone tendue, hein, aujourd'hui. Clairement, d'ailleurs on est passé de B2 en B1, on n'était pas B1, on est passé là il y a peu de temps. Donc on sent bien que cette tension aussi, il faut être très attentif à ce que ça peut produire. Parce que si on ne fait pas de projet mixte, et c'est ce qu'on essaie de s'y atteler, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on produit quelque chose pour le grand chantier, on produit aussi des logements pour les locaux, en même temps. Souvent sur le même site d'ailleurs. Parce que plus il y aura de tension, plus il y aura de mécontentement par rapport à la crise du logement, moins on apportera de solutions, plus on aura des difficultés à mettre en œuvre notre programme pour l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, on le voit d'ailleurs, hein, on a évoqué la sobriété foncière. Là, aujourd'hui, on a traité toutes les friches qui existaient sur notre secteur. Et depuis quelques années, on commence à travailler effectivement à reconstruire la ville sur la ville.
Mais reconstruire la ville sur la ville, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué techniquement, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué à faire comprendre, à faire valider par les habitants. Et on aboutit à des recours sur recours. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on construit un immeuble de 2 étages là où il n'y en avait pas, le voisinage porte recours sur le permis. Et on a multiplié par 4 ou 5 depuis le Covid le nombre de recours à cause de ça. Et ce qui veut dire qu'en fait, on n'aboutit pas à grand-chose, où on prend beaucoup de retard dans notre programme. Et si on ne veut pas avoir des recours sur tous les dossiers qui se projettent pour accueillir les salariés de la réindustrialisation, eh bien, on se doit de répondre aussi à la demande locale et je dirais même presque prioritairement, c'est-à-dire démontrer aux habitants que leur problème, on va le résoudre avant même de traiter le reste, ou tout du moins en même temps. Et ça, c'est vraiment primordial. Merci. Juste pour revenir à la question que je posais au début, est-ce que vous pouvez compter sur les entreprises et est-ce que vous le faites pour qu'elles produisent elles-mêmes du logement pour leurs salariés? Est-ce que c'est leur rôle? C'est pas trop dans l'air du temps, hein. Clairement, EDF, qui avait des filiales et des foncières, s'est retiré de toutes ses foncières, a vendu tout son patrimoine. Même encore récemment, il y a 2 ou 3 ans, ils vendaient des pavillons alors qu'on était aux prémices du grand projet. C'est assez paradoxal. Mais en fait, EDF, sa ligne de conduite, c'est de dire c'est aux collectivités de se débrouiller, globalement. Alors parfois, on peut avoir des aides financières, par contre, notamment sur l'aménagement, sur les voiries, sur les choses comme ça. Donc oui, on peut avoir des aides, mais par contre, l'entreprise s'est complètement désengagée de la production de logements en direct. Ça, c'est clair. Et toutes les autres industries aujourd'hui sur notre territoire sont dans la même optique. Il y a un contre-exemple par rapport à ce qu'il dit quand même. Il y a un contre-exemple par rapport à ce que tu dis, même si oui, enfin, je vais dans le même sens que de la fin de ton propos. C'est l'usine du Blayais qui, par rapport à au carénage, ils ont reconstruit quand même des pavillons et ils ont fait un état des lieux chez les particuliers, des zones qui pouvaient être densifiées, réhabilitées, des gîtes. Enfin, ils mènent et là, il y a des investissements d'EDF pour accompagner la venue des salariés sur le carénage du Blayais. Donc moi j'en ai parlé avec la directrice du Blayais. Et donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Ça veut dire que certes, depuis plusieurs années, il y avait ce que tu viens d'expliquer, mais peut-être qu'il y a, à la faveur de tous ces chantiers qui sont en train d'être devant nous, peut-être qu'on peut faire évoluer au niveau des collectivités en étant force de proposition. Et je trouve que celle-là, en tout cas pour le Cotentin, ça s'adresse à EDF comme à Orano ou même peut-être à Naval Group, c'est-à-dire de dire, en s'appuyant quand même sur tous ces logements diffus qui existent, enfin les gîtes dans le Val-de-Serre ou dans la Hague, il y en a un certain nombre, mais il y a quelque chose à réfléchir quand même de ce point de vue-là. Ce qui est vrai, il faut reconnaître effectivement qu'il y a une politique sociale chez EDF pour l'acquisition immobilière de ses salariés. Ça, c'est une réalité, ce qui fait que ça incite les gens à acheter, à trouver et à acheter, puisqu'ils ont une prime qui est non négligeable à l'acquisition. Il y a aussi un autre dispositif mis en place par EDF, c'est que EDF peut louer en BFA, donc sur une longue période, un patrimoine, des appartements ou des maisons pour 9 ou 12 ans, en fonction des appels à projets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est réservé uniquement aux salariés d'EDF. Or, les salariés EDF, sur le projet des 2 EPR, c'est globalement 1000 personnes sur 12 000. Et le reste, il s'agit de sous-traitants, et là, ils n'interviennent plus. Donc, mais par contre, il y a quand même une politique orientée vers ces salariés. Merci beaucoup. Alors, peut-être un dernier mot, si vous aviez un conseil à donner aux élus du Cotentin qui ont organisé
en fait, et Cherbourg qui a organisé cette journée autour de ce thème, et parce que vous avez un peu d'avance quelque part, donc qu'est-ce que vous auriez à dire en quelques mots? Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est difficile de donner des conseils parce que chaque collectivité a une réalité différente, mais ce qu'il faut, c'est effectivement constituer des équipes projets ramassées, qui fonctionnent bien entre les villes où des projets peuvent se voir le jour et la communauté urbaine. Il faut un portage politique fort, il faut une réactivité forte des politiques, ça c'est sûr. C'est-à-dire que quand il y a un problème, un caillou dans la chaussure, il faut vite que le politique s'en imprègne et intervienne auprès des services de l'État, parce que le soutien, en fait, il doit venir du haut, du national, du régional, mais c'est le local qui a les mains dans le cambouis, et c'est le local qui doit mettre en œuvre. Bon, il faut utiliser aussi tous les outils qui existent pour pouvoir équilibrer les opérations, hein. Action Cœur de Ville, je crois que Cherbourg est dans le dispositif. Nous, on a été aussi lauréat de territoire engagé pour le logement. Alors même si j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est plus un fil à la patte qu'autre chose, parce que c'est une usine technocratique, cette histoire, et c'est compliqué. En fait, on a une enveloppe de 5 millions d'euros, mais il faudrait qu'on en dépense 25 pour les toucher. Donc, sauf que c'est dans un laps de temps très court, donc on ne dépense pas toujours 25 millions d'euros sur 2 ans. Par contre, on peut le planifier sur plus d'années, mais la convention ne permet pas ça. Donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ça peut être une aide quand même substantielle financièrement. Et puis après, utiliser vraiment tous les leviers qui existent, d'où l'intérêt d'avoir des équipes à la fois de terrain et à la fois qui connaissent bien tous les dispositifs où on peut utiliser ça comme levier, quoi. Merci beaucoup. Alors peut-être votre conclusion aussi pour chacune d'entre vous, Céline et Anne-Sara, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la filière soit prête pour répondre à ces grands enjeux de grands chantiers et de délais courts? Je vais redire, l'intelligence collective, je pense qu'il y a vraiment un travail là, de mettre autour de la table les bons acteurs et de leur spécifier vos besoins, de les entendre sur les réponses qu'ils ont à vous faire et d'en sélectionner un certain nombre avec lesquels vous ferez du chemin. Je pense que c'est ça la meilleure approche à avoir. À l'évidence, on l'a dit, je pense très clairement, mais les acteurs publics, bailleurs sociaux, etc., sont beaucoup plus en capacité aujourd'hui d'y aller. Et donc ça, je pense que les leviers ils sont là sur de la gouvernance, du pilotage, de l'anticipation et de la réflexion plutôt en volume, plutôt que opération par opération. Bon, moi, je vais rebondir sur ce que disait M. Lefebvre, sur le volet local où on met les mains dans le cambouis. Donc, je vais juste vous dire, appelez-nous. On peut toujours aider avec les connaissances qu'on a du territoire. Et peut-être qu'on ne vous conseillera pas de mettre du lamellé-collé de hêtre, mais d'autres produits avec des maîtrises d'œuvre qui s'y connaissent. Et voilà. Moi, je suis là, j'ai ma carte. Donc, n'hésitez pas. Merci. Vincent, spécialiste du foncier, je l'ai dit au départ. Est-ce qu'il y a des réflexions nouvelles qui peuvent, je sais pas, donner lieu à une accélération de la production de logements, réflexions nouvelles sur le foncier, le traitement? Alors, à mon tour de faire le petit moment promotion. Voilà, avec un collectif qu'on a appelé la Nouvelle Donne Foncière. Voilà, on a publié une Nouvelle Donne Foncière. Voilà. Enfin, Nouvelle Donne, oui, mais foncière, non. Il y avait la Nouvelle Utopie Foncière de Pierre Pisani, mais justement, on a voulu faire atterrir le sujet dans quelque chose qui se fonde sur des retours d'expérience, en gros, sur l'ensemble de la mobilisation des baux de longue durée dans la fabrique de la ville. Donc, effectivement, on a parlé de la transformation du bureau-logement, du bail réel solidaire, des baux à construction dans les zones d'activité économique pour justement organiser les conditions d'un recyclage urbain et d'une redensification plus ou moins long terme, les baux ruraux environnementaux
bonsoir, permettant la transition agroécologique des territoires, ça aussi ça existe. Et donc cet ouvrage-là est sorti cet été, vous pouvez le télécharger gratuitement en ligne sur le site dixit.net et vous pouvez également l'acheter et le commander en version physique pour 7 €. Et c'est un ouvrage vraiment qui se fonde sur plein de retours d'expérience, à la fois francilien, Rennes Métropole, Chambéry, l'EPF du 74. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas de territoires qui travaillent sur ces sujets-là. Et vu que vous démarrez avec le BARL solidaire, peut-être qu'il y a aussi d'autres outils de beau de longue durée que vous pourrez aussi mobiliser pour relever les défis qui sont devant vous. Peut-être je peux juste rajouter en 2 secondes, puisque tu étais sur un ouvrage, moi j'en ai un deuxième à vous proposer qui est un open source, c'est le guide de la commande publique en site que vous trouverez sur notre site et qui vous aidera à comprendre le rôle de chacun et comment passer commande. Merci. Donc nous avons des petits manuels et puis comme conclusion, on peut dire qu'il faut oublier la main du marché et penser plutôt à la régulation par les acteurs publics.